Hey, bienvenue à tout le monde dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Alors un numéro qui, oui, s'est fait un petit peu attendre, hein, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu vous voir, mais on revient avec grand plaisir. Je suis Sartman, donc c'est l'épisode numéro 35 du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. Et en générique début, on écoutait Vertical Horizon qui nous chantait Finding Me, un titre évidemment tiré de la séquence plage de l'épisode qu'on va commenter magnifique aujourd'hui. Séquence d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, oui, on fait un épisode spécial Dracula, le maître des ténèbres, le prince des enfers. On va commenter l'épisode Buffy contre Dracula. Je suis accompagné pour cet épisode de deux spécialistes du monde de la nuit. J'ai préparé des petites présentations, c'est un peu exceptionnel. Okay. Le premier est membre de l'Académie française des adorateurs de Batman. Il a écrit de nombreux ouvrages allant de la grande fresque archéologique, comme par exemple « Attendez, j'ai une gravure », sa fanfiction d'Indiana Jones, racontée du point de vue du chapeau, allant jusqu'à des essais plutôt philosophiques, comme son dernier livre « Ma bite et mon couteau » ou « Comment survivre à l'heure de pointe dans le RERB ». Il a aussi écrit des tribunes dans la presse internationale. Son dernier coup de gueule musical n'était pas passé inaperçu. Vous avez sûrement entendu parler du papier intitulé « Aznavour, ok, il a 93 ans, mais Jim Morrison, lui, était quand même beaucoup plus marrant ». Bref, trêve de brosse à reluire. Je veux bien évidemment parler de l'unique Riley Dormeson. Comment ça va, Riley ? C'était une intro très longue. Merci Sartman. Bah, écoute, ça va très bien. Très content de revenir ce soir. Ça fait au moins 6 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Et ça fait 6 mois exactement. On n'est pas du tout prêt. Ce soir, Riley, tu es accompagné exceptionnellement d'un très très grand monsieur de la chanson française qui va adorer sa présentation, je pense. Vu qu'il a adoré la tienne. Il y a des chances. Né aux États-Unis d'un père zombie de Pittsburgh et d'une mère princesse d'Alderaan, il doit néanmoins déménager pour la France à l'âge de 5 ans. Il commence la chanson très vite, à peine 20 ans. Il enchaînera déjà les tubes. Pour en citer quelques-uns, Noir c'est l'étoile noire, Les portes du pénitencier impérial, Quelque chose en nous de Kenobi, Retiens la nuit des morts vivants. Il aura également une petite carrière au cinéma aux côtés des plus grands. Chez Patrice Lecomte, il jouera un mec louche se déplaçant à bord d'un train qui voyage dans le temps. Chez Godard, il sera un entraîneur de boxe qui emmène sa petite amie Nathalie Baye passer un week-end dans une cabane en forêt avant que des événements étranges ne s'y déroulent. Là encore, pas besoin d'en dire plus, mon deuxième acolyte, vous l'avez deviné, n'est autre que le célèbre Clément Hallyday. Comment ça va, Clément ? Mettre le feu. C'est marrant parce que tu l'as. Mais si, on va mettre le feu. Petit côté Manox ce soir chez Sartman. J'ai tenté des choses, hein, voilà. On tente des choses. Il faut tenter des choses. Donc oui, pas d'invité, hein, vous l'aurez remarqué. On s'est cru un petit peu en confiance pour cet épisode. On s'est dit, ouais, on va parler de Dracula. Juste tous les trois, on est serein les gars. On est complètement serein. Pas besoin d'inviter pour vous aider. Hein. On est des spécialistes de Dracula. Oui, presque. Il manque un petit peu. Il manque quelques trucs. Le sommaire, Riley, tiens, pendant que tu as la parole, de quoi va être composé ce numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc on l'a dit, on va parler de Dracula, du mythe Dracula, plus exactement, avec toutes ces tout ce qui représente les codes de Dracula. On va parler aussi des codes de la série qui sont un peu détournés avec ce vampire spécial. On va parler de l'infidélité, de barbecue, je crois, également. Ah si, on va faire après les rubriques habituelles. Non, mais ah oui, évidemment. Putain, j'ai oublié comment on faisait. Les rubriques habituelles, les gros bisous, bien sûr. Le sondage incroyable et. non, pas de sondage aujourd'hui. Non, mais les résultats du dernier sondage. Ah d'accord, oui, pardon. Et les systèmes Dracula, tu vas aimer ça cette fois-ci. Ou Buffy. Je crois que Clément, toi, t'as un système Buffy. Moi, j'ai un système Buffy. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et tous les sites que vous utilisez pour vos podcasts et aussi en vidéo sur Dailymotion. On est les derniers vidéastes de l'internet à utiliser Dailymotion. Allez-y, faites des vues. Rappel de notre blog où il y a de toute façon tous les liens pour nous écouter ou nous voir. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Vous pouvez même nous retrouver en passant par nos sites partenaires Slayer Revival et Buffy Angel Show. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis!
Alors oui, effectivement, des gros bisous très très chargés, hein, comme ça fait très longtemps. Voilà, qu'est-ce que c'était ça? Je crois qu'il y a Clément, l'idée, vous allez trop loin. Non, c'est pas Clément, il y a un voisin qui est venu, qui a grotté dans le micro, je crois. Ah oui, c'est ça, mais je confirme. Partez, monsieur, ça suffit. Aucun de nous ne ferait ça, ferait cette horreur au sein d'un micro alors qu'on est en live, c'est pas possible. Surtout qu'on a encore une nouvelle installation micro, on l'a pas dit ça, pour les coulisses du podcast. Ouais, normalement. Incroyable nouveau pied de micro. Gros bisous, moi je vais commencer avec Damien et Eric qui nous ont fait des sympathiques messages sur Facebook. Je voudrais faire un gros bisou aussi à Encyclosérie et son site sur les 20 ans de Buffy, qui a eu l'excellente idée de nous citer comme preuve de la vivacité inébranlable de la série, même 20 ans après ses débuts. Parfait. Et donc il y a un article très intéressant sur Buffy, avec lequel je suis absolument d'accord, et qui dit de très bonnes choses. Gros bisous à vous tous qui commentez sur le blog ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on essaye de répondre le plus souvent possible, parfois on oublie, mais sachez qu'on lit absolument tout ce que vous mettez et on apprécie énormément que vous commentiez ou que vous donniez votre avis sur ce qu'on fait, c'est très très sympa. Il y a plein de messages, c'est cool. Ouais. Régulièrement, depuis 6 mois là, on a eu plein de messages. Ben, je pense qu'il y a une petite actu, c'est lié aux 20 ans de la série, je pense. Bah ouais. Moi je vois, il y a eu un peu plus de fréquentation sur le site en fait, je vois ça de temps en temps. Donc, Buffy revient un petit peu à la mode quand même. Il y a eu une actu avec les 20 ans, donc forcément... Il y a eu une autre actu aussi, mais on n'en parlera pas. Là on va faire un énorme gros bisou à plein de gens. Alors j'attaque Angélique, Goten, Anthony, Fabrice, Patrice, Nico, Tony, Laura, j'en oublie forcément beaucoup. Un énorme bisou à vous tous qui êtes passés nous voir au stand Groupe 13. Mais pourquoi oui, Buffy merci, c'est génial. Merci à vous. Au Comic Con. Pendant le dernier Comic Con à Paris, c'était fin octobre. C'était sympathique. C'était génial. Stand, donc on avait un stand là pendant les 3 jours et il s'est régulièrement transformé en point de rendez-vous des fans de Buffy. Il y avait des débats, Bangel, il y avait plein de monde, c'était cool. Bangel brillait qui se mettait en place. Évidemment. Saison 2, saison 6. C'était un super week-end. On a rencontré plein de gens formidables. Donc un gros merci à vous. Et pour la petite histoire, on a fait un podcast hors série que vous pouvez retrouver, qui s'appelle, c'est le dernier podcast qu'on a publié. Qui s'appelle leur série Comic Con et soirée Buffy. Et voilà, parce que soir, on a fait une grosse soirée. Bah oui, gros bisous aussi à l'équipe de Buffy Angel Show qui a organisé une soirée exactement à Paris le samedi soir de la Comic Con avec plein de fans de Buffy. C'était vraiment génial. On s'est bien marré. On s'est bien marré. Voilà, gros bisous à vous aussi. Et oui, c'est marrant, sur le chat ils en parlent. On en parlait, ça n'a rien à voir. On en parlait il y a 5 minutes de leur rachat de la Fox par Disney. Ah oui. Donc oui, on leur fait un gros bisou. On fait un gros bisou à Disney, super. Gros bisou à Disney. Gros bisou à Disney. Alors si vous pouvez éviter de saloper Buffy comme il salope beaucoup trop de choses en ce moment. Non mais quelle époque, non, mes mais amis. Buffy, ils s'intéressent pas trop à Buffy, je pense. Bah j'espère que plutôt sur les super-héros et tout quoi. Bah, c'est une super-héroïne, hein, je te rappelle. Oui, mais c'est pas vendu, c'est pas catalogué super-héros. Est-ce qu'on avait des gros bisous iTunes, messieurs? On avait, on a eu 3 gros bisous à iTunes. Il faut les dire. iTunes, c'est important. On fait un gros bisou à Laurus qui nous dit un podcast fin sexy. Ça, je pense que c'est grâce à toi, Clément. C'est vrai, c'est et sexy, qui permet de survivre. Et donc 5 étoiles. Bravo les gars, j'adore votre émission. The show must go on. Ah, ça fait plaisir. C'est Laure, voilà, Laurus. Okay. Après un deuxième. Et on en a d'autres. Vas-y Clément, les. Oui, on a un merci de. Alors, je sais pas si je dis bien. Chéris 132. Vraiment cool, fan depuis longtemps, je suis heureuse de redécouvrir cette série. Voilà, un message somme toute qui fait bien plaisir. Et de Christelle86, je n'hésite pas à le dire, vous êtes les meilleurs et je ne me laisse pas de regarder des épisodes de Buffy à vos côtés pour apprécier le show à sa juste valeur. Et en plus, ça fait une citation. Moi je dis merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, c'est très sympa. Est-ce que vous avez d'autres gros bisous, messieurs? Oui, moi j'en ai un à Big M, justement, tu parlais de la Comic Con parce qu'il a tenu le stand Pourquoi Buffy c'est génial et il a vendu le podcast à des gens sans doute mieux que moi. En allemand même. En allemand, c'est même dans le podcast, on l'entend dans leur série. J'ai 2 gros bisous, un pour Big M et un pour Juliette qui est une grande fan de Buffy et qui trouve, on le dit pas assez souvent, que Giles en fait est le personnage le plus sexy. Ça se défend. On en profite, on fait aussi gros bisous à Fabrice qui était là aussi presque tout le week-end. Je l'ai cité, Fabrice. Oui, mais Big M aussi. Il me semblait pas. Mais Big M pour le stand. Merci Big M. Bien sûr. Propos de Big M. Je crois que. Et là, ouais. Alors il y a une espèce d'objet sur la chaise, une très grosse boîte de la Poste. Et donc ouais, Big M pour ceux qui sont pas au courant, c'est un peu le 4e membre de Pourquoi Buffy c'est génial. Et ce matin par la Poste, j'ai reçu un colis. Qui vient de chez Big M, donc je vous propose de l'ouvrir en direct. Jingle unboxing. Voilà, unboxing comme les vrais podcasts. C'est un énorme carton. On entend que je coupe du carton là en direct.
Oui, c'est pour ça que le podcast va être long, c'est parce que tu ouvres un carton pendant une demi-heure. Voilà, avec un couteau suisse. On n'a jamais fait ça en direct. Ouais, mais je pensais que t'aurais pris des ciseaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une robe de chambre. Alors oui, sachant qu'on a un indice sur le contenu de la boîte, parce que la Poste a dû. Ah oui, alors là, oui. La Poste a dû faire une petite erreur en trimballant le colis, c'est-à-dire que sur la boîte, il y a marqué au marqueur 2 bouteilles cassées. Donc ça semble pas bon. C'est peut-être un indice. Les bouteilles sont pétées. Alors. On sait pas ce que c'est dans le une bouteille, tiens Clément. Il n'a pas l'air cassé. Oh la vache. Oh là là, il y a du lourd, c'est du très très lourd. Oui. Alors oui, je saurais pas dire le nom en fait de cette. Mais on a parlé. À Berlin. C'est de la bière. C'est de la bière. Voilà alors. C'est de la bière allemande. Chauffeur. Ah, excellent. De la chauffeur. Montre à la caméra, Clément. Merci Big M. Merci beaucoup. Oh, il y a des verres pour boire la bière. Bah il est pas con. Hein. Mais c'est vrai qu'on boit pas nos bières dans des vrais verres à bière. Donc alors c'est complètement fou. Et plus des chocolats. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Des chocolats. Il les a bouffés, voilà. Et donc il y a des chocolats que je vais placer au milieu de la table. Big M, t'as fait. Il n'est pas sur le chat ce soir, c'est dommage. Comme ça, si vous entendez des gens manger, c'est grâce à lui. Et donc ouais, on devait avoir 3 bières, on avait une chacun, et donc 2 ont pété dans le déplacement. Eh bravo la Poste. Est-ce qu'on a fait le tour de la rubrique gros bisous ou pas? Oui. Pardon, je suis en train d'enlever les cartons. On a fait beaucoup le tour de la rubrique des gros bisous. Alors c'est là qu'il faut lancer une autre rubrique, c'est ça l'idée, hein. C'est ça. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Alors, sondage, Riley, c'était quoi le sondage la dernière fois? Alors moi-même j'avais oublié, hein, parce que c'était il y a tellement longtemps. Donc c'était dans l'épisode du mois de juin. Donc le sondage c'était sur la saison 4, la saison controversée de Buffy, on peut le dire. Avec la saison 6 un peu, bref. Et c'était tout simplement, est-ce que la saison 4 c'est nul, c'est bizarre, c'est satisfaisant ou c'est excellent? Et la majorité c'était 35% sur c'est satisfaisant. Donc évidemment on va pas dire qu'une saison de Buffy est pas bien, on est d'accord. Bah on peut dire qu'elle est moins bien. Faut parler dans le micro je crois. C'est pas grave. Ouais donc c'est assez partagé quand même les résultats, si vous faites attention, 25-27%. Il y avait des commentaires, on a reçu plein de commentaires sur le site aussi, c'est très cool. Donc oui, je voulais lire un petit commentaire c'est Goten qui nous l'a laissé, qui a voté c'est bizarre. La saison 4 est une saison de transition, il y a de très bonnes choses, mais comme certains épisodes et certains épisodes vraiment excellents, dans l'ensemble les épisodes standalone sont super. Le problème c'est l'intrigue et le fil rouge. C'est pas faux. Pendant que Clément nous sert la bière, la bière qui nous vient donc de l'est de la France. Donc il parle de l'initiative et voilà, il dit que par contre les personnages sont fades. Donc là je vois pas trop pourquoi il dit ça. Il parle de Riley et de Maggie Walsh qui sont fades. Bon ça je vois pas pourquoi. Et lui Nico qui défend la saison aussi. Gros bisous à Nico d'ailleurs qui était avec nous à Comic Con aussi. C'était super de te voir réécouter. Voilà, oui, c'est ça. Pardon, je me relis en même temps. Il faut réécouter aussi. On en parle tout le temps de cet épisode. C'était le podcast 11 Superstar qui parle de la saison 4 avec Carole qui nous a fait sa théorie sur la saison 4, la saison de la transition. Allez réécouter ça. C'était parfait sur la saison 4 comme définition de la saison en tout cas. Très bien. C'était tout, Riley, ou pas? Oui, il y aura pas de sondage. Hein. Cette rubrique va disparaître. À terme. Ah bah non. Ce sera il y aura une nouvelle rubrique. Ah bah je vous encourage à... Une rubrique chantée peut-être ouais. Bon, je vous en reparlerai. Ok, très bien. On apprend des choses complètement folles ce soir. Pendant que le barman à côté continue à servir des bières, je vous propose de passer à la rubrique On refait le match. Hein, je sais que vous adorez cette rubrique. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps. Je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Alors, on refait le match. Riley, c'est toi qui avais quelque chose à modifier. Alors, je vous rappelle, la rubrique On refait le match, c'est la rubrique dans laquelle on revient sur les épisodes passés pour dire des choses comme soit on s'est trompé, soit on a eu raison, soit il y a eu une évolution de l'actualité. Voilà, c'est vraiment nul. C'est une rubrique très très importante du podcast. Ah oui. Riley, t'avais quelque chose d'extrêmement important à partager avec nos auditeurs. Et qu'on n'a pas pu dire la dernière fois, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que là, ça fait un moment, c'était dans un vieux podcast, j'ai moi-même oublié le numéro. Mais souvenez-vous, on avait parlé de Karine et Harry. Oui, tout à fait, oui. Karine et Harry. Le chien et Karine peuvent se lire dans les pensées, oui. Mm-hmm. Et on a dit, et ça c'était scandaleux, surtout qu'on est très fan, que c'était AB Productions. Et pas du tout. Pas du tout AB Productions. C'était Alia Productions. Donc rien à voir. D'accord.
Effectivement, c'était très important. Je propose qu'on trinque à cette nouvelle. Donc, on a reçu des verres et de la bière par la poste. Alors, attends, à la caméra, peut-être. Je propose qu'on trinque. Bravo. Putain, trop loin. Ça c'est. Il faut aller voir Karine et Harry. Hein. Mais pourquoi on parlait de Karine et Harry, vous vous souvenez Parce que c'est des gens qui lisent dans les pensées. C'était les sur Earshot. C'est, à mon avis, c'est bon pour un Earshot. Je vois pas à quel autre moment tu aurais pu parler de Karine et Harry. D'un chien qui lit dans les pensées. C'est pas le chien qui lit dans les pensées, c'est. Ah oui, c'est Karine. C'est la meuf qui entend les pensées. Elle peut discuter avec son chien qui a la voix de Colombo. Évidemment qu'il a la voix de Colombo, tout va bien. Et ça sera peut-être l'objet d'un. On refait le match parce que je suis pas sûr de la voix de Colombo. Bon, allez, arrêtez immédiatement. Les gens sont là pour nous entendre parler de Dracula. On repousse exprès, hein, c'est du bizarre. Prince des Ténèbres. C'est tout de suite l'heure de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixed in a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Aujourd'hui, donc spécial Dracula, le prince des vampires, le plus connu des vampires. Donc une série qui s'appelle Buffy contre les vampires. Forcément, on était obligé de passer par là. Donc voilà, l'épisode Buffy versus Dracula, Buffy contre Dracula en VF. Traduction littérale, pour une fois, c'est bien, ça fait plaisir. Hein, oui, ils sont pas. Oui, bah oui. Contre les vampires. On chie toujours sur les. Non, puis ça titres. fait un peu, ça fait titre de série B. Exactement, parce que c'est un clin d'œil au Charlot. Que fait Buffy Charlot contre Dracula. Exactement. Aux multiples adaptations qu'a connu et rencontres qu'a connu le conte Dracula depuis sa création il y a plus d'un siècle. Dracula, donc pour rappel, c'est un roman d'Abraham Stoker de 1897. Évidemment, on va beaucoup y revenir pendant le podcast. Mais donc, au fur et à mesure des adaptations cinématographiques de ce monstre, il y a eu plein de films qui faisaient des titres comme ça. Donc, on a eu le droit au Charlot contre Dracula, à Santo contre Dracula, à Killer Baby contre Dracula, Batman contre Dracula, Billy the Kid contre Dracula, Dracula contre Frankenstein, etc., etc. Donc maintenant, Buffy et elle aussi... Tortue Ninja contre Dracula. Ah, il existe celui-là? Non, mais ça serait pas mal. Il faut le faire. Il faudrait faire un Dracula contre Predator aussi. Ça serait pas mal ça. Dracula versus Alien versus Predator contre Superman le retour 2. Il y a un gros projet là. Ça serait pas mal. Donc là Buffy est arrivée au stade saison 5, au stade où elle aussi est un mythe, elle peut se frotter au mythe de Dracula. Donc voilà, Buffy versus Dracula. C'est tout l'objet de l'épisode, ça va être super. Exactement, c'est le premier épisode de la saison 5. Il a été diffusé pour la première fois le 26 septembre 2000. L'épisode est écrit par Martin Oxon et réalisé par David Solomon. On a déjà évoqué ces gens, donc on va pas revenir en détail sur leur carrière. On peut juste noter que ce premier épisode de la saison 5 marque les débuts de Martin Oxon comme co-showrunneuse de la série. Officiellement. Elle était arrivée dans l'équipe en milieu de deuxième saison. Et là, saison 5, elle apparaît dans les crédits comme co-executive producer. Ouais, elle est en même temps que Joss Whedon, il y a son nom. Quoi. Voilà, et dans les faits, elle co-dirigeait la série à côté de Tonton Joss. L'idée de ce premier épisode est d'introduire la saison dans la continuité des épisodes Restless et Primeval, les derniers épisodes de la saison 4. Oui. C'est pas comme ça qu'on dit ? Je sais pas. Ouais. C'est que ma prononciation de l'américain est hasardeuse. Donc là, je vous lis une source Wikipédia, donc une source de qualité. Donc pour les scénaristes, ils avaient besoin d'un vampire particulièrement puissant et charismatique, capable de faire entrevoir à Buffy son côté obscur. Et Joss suggéra d'utiliser Dracula pour une excellente raison, c'est parce que Dracula était tombé dans le domaine public. On avait besoin de payer des droits pour l'adapter. Salut Clara. Et donc c'est Martin Oxon qui a écrit le scénario et elle a trouvé que c'était très difficile à faire parce que un des plus difficiles de toute la série car elle était limitée par la durée, forcément 42 minutes un épisode de Buffy, et elle aurait pu écrire beaucoup d'autres choses selon elle. Un pitch, Riley, est-ce que tu nous as fait un petit pitch ? J'ai préparé un petit pitch comme d'habitude. Et là très très court parce que on n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Donc c'est l'été. Il fait chaud et le Scooby Gang va à la plage. Donc ça, c'est totalement inédit dans l'histoire de Buffy, j'ai l'impression. On les a déjà vus à la plage ? On les a vus faire une fête dans Go Fish, rappelle-toi, c'était il y a 4 mois dans la piscine. c'est vrai. On avait très froid. Et est-ce qu'on les a vus d'autres à la... On a vu. On est là en train de bronzer, tous c'est les vacances l'été. Dans Anne, on a vu une Buffy mélancolique aller sur la plage et penser à Angel.
Alors voilà, ils sont à la plage et pendant ce temps-là, le mythique Dracula débarque à Sunnydale pour affronter donc l'autre mythe, la tueuse. Ok, c'est tout simplement. Ouais. C'est tout comme pitch. J'ai mis, ça fait depuis juin dernier que je prépare celui-là. Ça se voit. T'en penses quoi, Clément? C'est pas terrible? Je pense que non, si, il y a de l'effort quand même, il y a du travail. Non mais il faut rien dire pour découvrir cet épisode. Oui, et puis c'est clairement le titre très bien trouvé, Buffy contre Dracula. Et on peut faire un pitch de Dracula aussi. Ah, pitcher le livre. Toi, tu voulais pitcher le livre Dracula. Vu qu'on va y faire référence régulièrement, on peut peut-être donner 2-3 indications pour ceux qui connaîtraient pas l'œuvre donc originale de Dracula de Bram Stoker. C'est l'histoire de Jonathan Harker, qui est un petit notaire qui va en Transylvanie rencontrer le comte Dracula, un comte mystérieux qui vit dans un château et qui veut acheter des bâtiments et des terres à Londres. Et il galère à revenir, il se fait plus ou moins séquestrer par le comte. Pendant ce temps-là, sa fiancée Mina l'attend en Angleterre, elle va, parce que pour se marier avec lui. Et il y a aussi Lucie, et on va comprendre au fur et à mesure de bouquins que le comte va faire le voyage Transylvanie-Londres et qu'il va charmer et transformer en vampire Lucie. Il va essayer de faire la même chose avec Mina. Et pendant ce temps, Jonathan Harker va revenir à Londres et aidé de trois personnages qui sont Arthur, le docteur Seward et un Texan. Il va revenir Quincy. Un peu choqué quand même. Aussi. Voilà, et surtout aidé du professeur Van Helsing, un Hollandais incroyable. Toute cette petite équipe va se rendre compte que le comte Dracula est en train de faire des méchancetés avec les jeunes femmes de leur entourage et ils vont combattre le comte à Londres puis en Transylvanie. Bouquin incroyable de 600 pages. Voilà, on va y revenir sur le bouquin et surtout sur les passerelles que l'épisode fait avec ce bouquin. Mais voilà, c'était pour que vous ayez 2-3 indications parce qu'on va en parler. Des anecdotes à donner, Clément, sur cet épisode. Tout à fait. Avant de commencer, sachez que le rôle de Dracula a été proposé à Freddie Prinze Jr., qui était à l'époque le fiancé de Sarah Michelle Gellar dans la vraie vie. Donc ça aurait été pas mal. Mais il a dû y renoncer pour un problème de calendrier. Il tournait un film et alors d'après mes recherches, le film ça serait peut-être Folle de lui, le grand film que tout le monde. Dracula, Folle de lui, ok d'ailleurs. Et la blague c'est que, alors on en a parlé pareil dans le dernier épisode. Il aurait été moins bien, je pense. Dans l'avant-dernier épisode du podcast, on avait évoqué Dracula avec Big M, c'était son Pourquoi Buffy, c'était son Système Buffy, tu vas aimer ça. Il nous parlait d'un téléfilm Dracula qui s'appelait Dark Prince, The True Story of Dracula, où Dracula était interprété par Rudolph Martin, un téléfilm qui était contemporain là, de l'épisode qu'on va voir. Et donc Rudolph Martin a été choisi suite au désistement de Freddie Prinze Jr. pour interpréter le Dracula. Donc c'est déjà donc un gars qui était habitué au rôle. Et la petite anecdote supplémentaire, c'est que Rudolph Martin avait joué avec Sarah Michelle Gellar dans Old Machine Run. Il jouait son Love Interest. Donc c'est drôle que son Love Interest dans la vraie vie ait été remplacé par son Love Interest dans la vie télévisuelle. Tout le monde se connaît finalement à Hollywood. C'est un petit milieu. C'est complètement un petit milieu. Freddie Prinze Jr. ça aurait été moins bien, c'est clairement. Donc c'est le moment de lancer l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Je vous encourage à vous munir de votre télécommande, de votre souris. On va lancer l'épisode donc Buffy versus Dracula, et premier épisode de la saison 5. Riley, Clément, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. L'invité qui n'est pas là est prêt? Mais je pense qu'il est prêt. Il est prêt. Attention, 3, 2, 1... Taupe, c'est parti pour l'épisode de Buffy contre les vampires. Ouais. Donc on commence par un previously. Voilà, parce qu'il s'est passé des trucs. Non, même pas, il n'y a pas de previously, je dis n'importe quoi. On commence tout de suite, séquence 1, la nuit avec Buffy. Alors on dit souvent que les scripts font mal leur travail, on note beaucoup les faux raccords dans le podcast. Là, faut noter qu'ils ont fait preuve de beaucoup de mémoire, parce que vous allez voir, Riley torse nu, il a une cicatrice sur le torse. Rappelez-vous, il s'enlève sa puce de l'armée de l'initiative dans l'avant-dernier épisode de la saison 4, et donc il a encore sa cicatrice, donc ça c'est plutôt bien joué. On voit aussi Buffy donc qui s'ennuie avec Riley au lit, c'est étrange, et donc qui a besoin de courir, de sortir faire sa chasse pour trouver le sommeil. Donc
donc après il y a une baston assez expéditive. Mais là, il y a une lecture sexuelle de cette scène qui crève les yeux, selon moi. Évidemment, ça Buffy qui refusait sa mission de tueuse quand elle était adolescente en saison 1, en a maintenant clairement besoin pour être une femme épanouie. Et les quelques galipettes de Riley ne suffisent évidemment pas à l'empêcher d'avoir besoin de ses escapades nocturnes. Elle est maintenant une femme totalement libérée sexuellement. Et mais c'est pour ça qu'elle partait une nuit sur deux. Pardon, excuse-moi. Et voilà. Et donc, à ma vie, là, et il y a aussi une lecture un peu infidélité, tout ça. Donc la fidélité va être aussi un sujet de l'épisode. Parce qu'il y a fricoté avec Dracula, on peut spoiler là. Voilà. L'infidélité, un sujet qu'adore Joss Whedon, pour ceux qui sont pas au courant. On pourra aussi en parler. Il est scandaleux, certains traits. Mais si, il y aura des parallèles à faire entre Joss et Buffy. Et Buffy. Mais va pas trop loin non plus, sinon. Si. Parce qu'on n'a pas fait de podcast pendant qu'il y a eu le scandale de Joss Whedon, on peut juste revenir dessus. Et on a eu raison. Donc là, générique de début de l'épisode, pendant que Clément se mouche. Vous avez vu que la première scène n'avait zéro dialogue. Tout est passé. C'était très rapide. Et surtout, rien à voir avec Dracula d'ailleurs. Voilà, il n'y a même plus besoin d'expliquer ce qui se passe. Le teaser est complètement explicite et surtout, les spectateurs ont complètement intégré les codes de la série que Buffy sort la nuit pour chasser le vampire. Besoin d'aucune explication. Il y avait Anya au générique là. Voilà, c'est aussi à noter la nouveauté de la saison 5. Et Anya, le plan Whedon. Anya intègre le Scooby Gang officiellement. Le Scooby Gang, le générique de la série et Matt Caulfield. On est sur la plage. Donc là, nous sommes sur la plage. C'est excellente. C'est les vacances. Le ballon. Voilà. Buffy et Riley jouent au foot sur la plage. Buffy est comme d'hab beaucoup plus forte que son petit ami. Elle le fait tomber en lui passant le ballon. Enfin, le complexe d'infériorité du blond Riley va être encore une fois exploité dans cette nouvelle saison. Et tellement à fond que ça conduira même à la séparation du couple pendant la saison. Ça rigole pas. Ouais, il a fait une blague machiste, c'est pour ça qu'il a dit tu lances comme une fille et il met son. Faut pas faire pas de machiste dans Buffy. Pendant ce temps, leurs amis glandent sur le sable et Xander tente de faire du barbecue. Clément, toi t'es spécialiste en barbecue, tu nous en fais beaucoup pendant les vacances. Est-ce que tu peux donner quelques conseils à nos auditeurs ou à Xander ? Déjà mettre du bois et du papier. Je pense que ça partirait mieux. Voilà, c'est tout. Ok, très bien, super conseil Clément, bravo. On dit toujours aussi qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Willow l'illustre très bien et fait un parallèle très pertinent entre le feu et la magie. Vous allez voir, elle va jouer avec le feu avec la magie dans quelques instants pour faire du feu et elle déclenche. C'est galéré Xander alors que. Ouais, mais surtout elle va déclencher une tempête. Oula, on n'avait pas remarqué que Emma Caulfield était assez incroyable dans son bikini. Bref. Tu n'avais pas remarqué. Ah oui, c'est pour ça que tu parlais pas, Clément. En jouant avec le feu, elle va déclencher une tempête et ça aussi on peut faire une lecture. C'est pas elle qui déclenche la tempête. Ah bah voilà, t'as spoilé mon commentaire, t'es scandaleux. J'allais dire qu'on a une idée de ce qui va se passer pendant la saison 5 où Willow, à force de trop faire de la magie, va déclencher des catastrophes. Sauf qu'évidemment, non, on apprend juste dans la séquence suivante que elle avait raison, ce n'est pas elle qui a déclenché la tempête, c'est ce mystérieux, cette personne qu'on n'a pas encore vue qui est dans la caisse que les mecs sont en train de décharger. Donc là on a une première on a la première des nombreuses références c'est le cadeau de Big M au roman de c'est ça, c'est cassé, c'est pareil. Donc une des nombreuses références au roman de Bram Stoker qu'il va y avoir dans cet épisode. L'arrivée du conte s'accompagne d'une tempête inexplicable venue de la mer, comme dans le livre quand Mina et Lucy découvrent la tempête qui arrive au large de Whitby, la tempête qui accompagne le bateau dans lequel est le conte, dans lequel il a tué. Il y avait donc un château à Sunnydale, on est d'accord. Bah oui, tu savais pas. Le début, non. Ok, très bien. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Séquence suivante, on a la cool chez Rupert Giles. L'appart de Rupert, il est un petit peu en mode déménagement. Il y a des bouquins partout, on sait pas trop ce qu'il fait. Et justement, on va apprendre à la fin de la séquence que Rupert songe à déménager. Il fait scanner tous ses livres à Willow. Et c'est une scène qui est très lourde de sens, je trouve, parce que il veut en fait. Déjà, c'est ouais, puis surtout, il veut faire passer tout son savoir qui était son savoir ancestral qui était dans les livres. Il veut les faire passer dans l'outil informatique pour qu'à l'avenir, ça soit utilisé par la geek et jeune et moderne Willow et qui ait plus besoin d'une vieille personne qui connaisse ses livres et tout. Jenny Calendar lui avait appris tout ça aussi. Exactement. Il veut faire de Willow une sorte de Giles 2.0 qui n'irait plus chercher le savoir dans les livres, mais dans le cloud. Ça serait bien, non ? Un cloud. Dans le cloud de Buffy. Ça montre comme la série était quand même de... Pardon. Clément, vous allez mourir, Clément. Tu avais bien anticipé l'avenir. Non, voilà, je voulais parler de... Clément, tu t'es fait mordre par une bestiole il y a quelque temps ou pas ? Ouais, une chauve-souris. Ah, tu fais un petit peu peur, là. D'accord. D'ailleurs, j'ai un peu froid. Vous avez pas froid ? Oula, Clément, je vais te enlever ton foulard que t'as pu tout à l'heure, quoi. Ah non, j'aime bien. On loupe tout, là, hein.
Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe quoi? Dis-nous Riley. Jace devient. Je trouve ça fort. Ouais, non, mais le fait de faire partir Jace ou d'amorcer son départ, en tout cas, parce qu'on sait qu'il va pas partir tout de suite. Là. C'est une bonne idée pour le personnage, quoi. Comme s'il avait accompli sa mission. Et puis, il est prêt à partir. Et justement, tout l'enjeu de cette. Parce qu'après cette saison, dans la 6, il sera parti. Et justement, tout l'enjeu, c'est de montrer que comment il a plus besoin d'être là, quoi. Tout à fait. Puis même d'un point de vue strictement. Ouais, c'est un super virage. Les personnages, ils évoluent à chaque saison. Et... Ouais, voilà, c'est bien d'amorcer un départ. J'ai fini mon boulot, je m'en vais. Du coup, ça va être très drôle sur la suite de comme Luke Skywalker. Arrêtez! Ah non, mais il y a des chances que j'en parle de trop fort. Après, Willow, dans tout l'épisode, on a essayé de montrer à quel point Jace est important en surgence. C'est vraiment. Du coup, c'est pour ça qu'il part en douceur et tout. Il partira quand Buffy va mourir, hein, spoiler, à la fin de la saison 5. Elle meurt. Ouais! On en parlait dans le podcast. C'est un scandale. Priorité au direct, ils arrêtent pas de parler de mort et de Dark Vador et de Luke Skywalker, ça ne va pas du tout. Là, on a une scène de dîner chez les Summers et vous remarquez qu'il n'y a que 2 assiettes à cette table. J'anticipe pour la fin de l'épisode, pour ceux qui se seraient demandé quand Dawn apparaît, depuis combien de temps elle était là. Et ben là, on voit qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore arrivée dans l'univers de Buffy. La clé n'est encore qu'une clé, n'est pas encore Dawn, puisque il n'y a que 2 assiettes. Il y a aussi un énorme faux raccord entre un plan large et un plan serré où une assiette disparaît. Bon, ça c'est pas grave. Mais surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que dans cette scène, on voit que Buffy est super contente de se barrer. Et elle, pour aller patrouiller une fois de plus ce côté je vais faire du sexe. Oulala, apparition de vampire inexpliquée là. Et pendant ce temps, un vampire apparaît parfumé. Voilà, là aussi. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mais c'est complètement raccord avec le Dracula de Bram Stoker. Et là, on voit une Buffy qui baise, hein, métaphoriquement. Enfin, c'est une baston extrêmement sexuelle. Regardez à ce coup, attaque au cunilingus. C'est officiel, ça, cette tombe de prise. C'est une prise qui est enseignée dans les écoles de self-défense. Hein, c'est assez fort. Mais voilà. Du cunilingus. Non, mais voilà, Buffy maintenant, c'est son défouloir. La baston contre les vampires, c'est plus du tout quelque chose qu'elle refuse. Et le priorité au direct, Dracula arrive. Il arrive comme ça, il débarque, salut, je suis là. Il sort des ombres. Ça c'est marrant parce que on va le voir au fur et à mesure de l'épisode, mais Dracula il respecte pas les codes de la série Buffy en fait. Absolument pas. En tant que vampire, il a des pouvoirs incroyables quoi. On va il est complètement anachronique en fait. C'est un vampire qui n'a rien à voir avec les vampires du Buffyverse. Là, ce qui va être intéressant, c'est la réaction de Buffy quand elle se rend compte elle est bien en face du célèbre conte Dracula. Parce que voilà, dans l'univers de Buffy connaît Dracula. Je vous rappelle, elle connaît les super-héros, elle est fan de pop culture. Donc Buffy connaît évidemment Dracula. Et tout ce qu'elle trouve, c'est Get Out. Donc on peut traduire effectivement par sans déconner ou arrête de dire n'importe quoi, tu me charries, je sais pas quoi. Et voilà, c'est complètement le concept. Buffy, c'est cette adolescente californienne avec son franc-parler, c'est sa jeunesse, son insouciance, qui se retrouve confrontée à des mythes ancestraux très gothiques. Donc dire Get Out face à Dracula, c'est quand même extrêmement Buffyesque. Séquence suivante, on est au cimetière, donc Willow et Xander sont en train de discuter, et là on a un copier-coller de la séquence qui ouvrait le premier épisode de la saison 2 dans When She Was Bad. Qu'on va commenter aussi. Voilà, sauf que c'était notre deuxième podcast. Xander et Willow ne sont plus intéressés l'un par l'autre ou par la tueuse. Les choses ont bien changé. Voilà, ils sont chacun dans leur couple et tout va bien, donc c'était rigolo ce petit clin d'œil. Les deux personnages ont beaucoup grandi et ont beaucoup avancé dans leur situation sentimentale. Mais je suis très en retard, nous sommes un face-à-face Buffy Dracula. J'avais des trucs à dire depuis tout à l'heure. Dites-les au lieu de boire des bières, Clément. Buffy a cité les stats pour vampire de chez Anne Rice qui existe aussi pour le coup les stats est un vampire de fiction dans l'univers Buffy. C'est vrai. Une série de bouquins à lire aussi sur les vampires. Et Dracula nous parle de darkness, de la noirceur, qui serait la source du pouvoir de la tueuse. On est dans une ambiance très très côté obscur de la force. Et hélas, comme un certain Ben Solo par exemple, qui pourrait être ultra fan de la classe intergalactique de son grand-père. On a une Buffy qui est un peu quand même, qui aime pas mal écouter parler ce Dracula. Ce Dracula, ce Buffy vampire est une figure aussi mythique dans l'univers. Et voilà, ça c'est cool aussi. Il y a beaucoup d'histoires de vanité dans cette Dracula scène. lui dit toi aussi t'es super connu quoi. Voilà, deux mythes qui se rencontrent. Exactement Clément. Et mais qui n'arrive pas à s'attraper. Vous avez vu, il se transforme en fumée. Mais il a des pouvoirs qui sont pas juste là. Buffy n'est pas du tout habitué à ça. Il est plus fort que les autres vampires. C'est Dracula quand même. Attends. Ah bah oui. Donc il est plus fort que les autres. Moi ça me dérange pas. Là on va reparler parce qu'il fait plein de trucs
Et là, vous voyez Xander qui prend pas du tout au sérieux le type qui a une qui est voilà, on a vu dans Buffy que les vampires sont modernes maintenant. Ils s'habillent normalement et tout, et donc ce vieux vampire habillé n'importe comment avec son accent d'Europe de l'Est, Xander n'y croit pas du tout et s'en moque. C'est comme des jeunes qui regarderaient Nosferatu en fait. Exactement, il est face à quelque chose d'un autre âge, d'une autre époque, et Buffy, on n'était plus habitué à ça depuis la saison 1. On était passé aux vampires modernes et on n'était plus du tout habitué à oui, le maître en saison 1, c'était un vampire old school aussi, un peu inspiré par le Nosferatu. Voilà, là, cette transformation en vampire en chauve-souris était très old school aussi. Hein, c'était niveau effets spéciaux. Ça passe. Oh, yeah. Ça c'est drôle, la chauve-souris qui revient, qui les attaque, c'est très drôle. Ouais. Très bonne scène, une scène un peu marrante quand même. Et donc on arrive chez Giles. Est-ce qu'il est temps de faire un débriefing de tout ce qu'on vient de voir? Et donc cette histoire de vampire qui se transforme en animal, qui se transforme en fumée aussi. Donc comme on l'a dit, ça dévie énormément des codes vampiriques qu'avait mis en place Joss Whedon dans son Buffyverse. Mais c'est là encore, je le répète, pour coller le plus possible au livre de Bram Stoker. Parce que c'était ça dans le livre, il se change en animal, en chauve-souris, en chien, en choses comme ça, en fumée. Il grimpe sur les murs, il grimpe sur les murs, il peut tout faire. Il hypnotise les gens, c'est ça, il va s'en servir à mort dans cet épisode, quoi. Il peut contrôler psychiquement les gens. Le mind control. Exactement. Il est carrément il est complètement fort ce vampire. Il est fort. Et donc ils sont pas du tout habitués. C'est vrai. Et puis il y a une certaine fascination quand même. Riley est jaloux. Hein. Ouais. Bon. Xander, Buffy et Willow, eux, sont totalement excités d'avoir vu une star, parce que comme le dit Martin Oxon en interview, dans l'univers de Buffy, Dracula c'est une rockstar. Elle rencontrait Dracula, elle le dit clairement, pour eux c'était rencontrer David Bowie, quoi. C'est pour ça qu'ils sont aussi excités. Et pour Riley, donc c'est horrible, hein, comme tu l'as dit. Oui. Déjà qu'il galérait à être crédible face à des vampires normaux. Là, comparé au prince des vampires, il devient méga jaloux. Et c'est pas le "There was no penetration" lâché sans aucune conviction par Buffy qui va le rassurer. Hein. Il est pas du tout serein, le Riley. Là, Jace nous dit clairement ce qu'on vient de dire. C'est pour vaincre Dracula, il faut se séparer des mythes et séparer le mythe de la réalité, quoi. Et c'est tout le sujet. Il explicite clairement tout l'enjeu de cet épisode, au moins une partie de l'enjeu. Parce que tout ça, c'est une sorte de parenthèse en fait dans Buffy, parce que c'est la fin de l'épisode qui relance la saison 5. Là, c'est vraiment comme si c'était un épisode spécial bonus d'été de Buffy, quoi. Ah, on en parlera tout à la fin. J'ai une anecdote là-dessus, mon petit Riley. Okay. Faites bien. Et vous allez voir que Dracula a un effet dévastateur sur les couples de Sunnydale. Xander est complètement jaloux parce que le conte a une petite histoire avec Anya. Anyanka, je veux dire, quand elle était démon. Quand elle avait 700 ans seulement. C'est ça. Et comme dans tout bon film d'horreur, les héros vont choisir de se séparer. Mais c'est l'habitude chez Dracula de foutre la merde dans les couples. Mais exactement. Dès Bram Stoker, voilà. Là aussi, on en reparlera. Le côté amant, lover, exotique, un peu venu de l'Est, c'est quelque chose qui est très. Qui est très. L'accent. Présent, voilà. Parce que là, ils utilisent tous l'accent. Qui est très présent dans l'œuvre. Oui, les accents, c'est toujours sexy, hein, les accents. Les accents de l'Est. Tu connais ça, toi, hein? Vous savez que Dracula, ça voulait dire fils de dragon? On l'apprend dans certains films, tout à fait. L'emblème des Dracula, c'est le dragon. Ouais, tout à fait. Alors après, faut faire vraiment le ménage entre mythe et réalité, hein, c'est ce qui est le plus compliqué. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vampire en fait? Non, mais il y a eu un Vlad et tout. Oui, Vlad l'Empaleur 3 qui, au 15e siècle, empalait justement des Ottomans. Ouais, voilà, mais ça, on sait pas si c'est vraiment vrai. Voilà, donc il est lui-même un mythe, ce Vlad 3. Est venu de ce mec qui existait historiquement, quoi. Donc là, Dracula est transformé en loup maintenant et il va s'en prendre à. Comme dans le Dracula de. Vous avez vu le Dracula de Coppola? Belles images. Le vampire, il se prend la gonzesse. On va en parler aussi 2-3 fois, je pense, du Dracula. Des inconnus du sketch des inconnus ou du film de Dracula? Ah oui, parce qu'on le dit pas assez. Dracula de Coppola. Déjà le loup blanc dans Dracula de Coppola. Et il y a un truc évidemment qu'on n'entend pas sur le podcast, mais c'est la musique de cet épisode. Il y a plein de parties qui sont, je trouve, clairement pompées sur le film de Coppola, en fait. Moi, je trouve juste avec des montées qui sont enfin dans l'ambiance, quoi. Après, je sais pas si il y a des coups stridents de violon qui sont pas habituels, je trouve, dans Buffy. Alors, qui sont adaptés un peu plus à Dracula. Priorité au direct contre toute attente. Dracula, le prédateur sexuel, ne commence pas par se jeter sur les jolies blondes de Sunnydale, mais il attaque Xander.
C'est vrai que Xander est très beau garçon, je le comprends. Il veut un sous-fifre en fait. Mais voilà, comme dans le livre, une nouvelle fois, il lui faut un serviteur bouffeur d'insectes. Xander sera donc le Renfield de cet épisode. Renfield dans le livre, il y en a toujours un. C'est un aliéné qui vit dans un asile dont le patron est le docteur, un du trio là qui pourchasse Dracula. Et Renfield est un envoyé de Dracula pour faire des choses. Et il bouffe des insectes, des araignées. Il veut même manger des chats à un moment donné. Et c'est un personnage assez fascinant qui se nourrit de la mort et tout, enfin qui est très très connecté avec Dracula. Un esclave. Et ouais. Et il se comporte comme un esclave. Ouais, et puis enfin son côté mangeur de trucs dégueulasses, c'est très intéressant. Mais bref, c'est ça que choisit, le comte choisit. Il joue trop bien Nicolas Prince. D'avoir un nouveau sous-fifre, ce sera Xander. Donc il l'a complètement envoûté. Hein. Ça, c'est un pouvoir que n'avaient pas les autres vampires dans le Buffyverse. Là, c'est chiant parce que tu peux rien faire. Surtout Xander. Voilà, il a un pouvoir hypnotique Dracula, ce qui est complètement nouveau. Et là, Riley en mission. Confrontation. Il va voir l'autre mec de Buffy finalement. Enfin, pas encore, mais presque. Spike, et qui va faire sa seule apparition d'épisode. Est-ce que vous pensez qu'il s'est toujours dit, Buffy, elle est quand même. Enfin, tu vois, qu'il voit Spike comme un rival potentiel. Riley ouais. Bah oui, complètement. À ce moment-là, je me souviens plus. Enfin, peut-être pas à ce moment-là, mais sur cette saison-là, oui, clairement. Parce que de toute façon, Riley, dans cette saison 5, on peut le dire. Mais là, c'est bien montré dès ce premier épisode, ils se sont tellement inférieurs, il se sent pas sa place dans le Scooby Gang, il sera jamais. Malgré qu'il ait une place assez importante dans cet épisode, on va le voir plus tard quand il part en duo avec Giles et tout pour chercher le Dracula. Alors juste une précision que je vais faire par rapport à la séquence précédente, que oui, j'ai dit qu'on n'avait jamais vu de vampire avec des pouvoirs hypnotiques. Il y avait évidemment le maître. Ah oui, non mais voilà, qui est une sorte de. On refait le match. Et voilà, évidemment le maître, comme on l'a souvent dit, c'était. C'est un Dracula aussi. C'était une vision du vieux vampire que Buffy devait combattre par sa modernité. À partir de la saison 2, on arrivait dans des vampires plus modernes, dans une vision plus moderne. Le maître, c'est clairement le Nosferatu de Murnau, quoi. Exactement. Et là, avec Dracula qui arrive, on est dans une bulle anachronique en fait, au milieu des épisodes de Buffy. On retrouve un vampire qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Donc là, voilà, donc il y a débat, comme vous l'avez dit, les gars. On apprend que Spike, Dracula doit de l'argent à Spike. Ah oui, ça c'est très intéressant. J'en parlerai dans mon système Buffy. Tu vas aimer ça. Teaser. Ah, tu vas raconter cette anecdote. Exactement. Je vais expliquer pourquoi. Ça va être long. Absolument pas. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que le plus moderne des vampires, donc Spike, c'est lui qui semble en savoir le plus sur le plus légendaire des vampires. Donc, comme tu l'as dit, Riley, il l'a déjà rencontré, Dracula lui donne du pognon. Et c'est lui qui dit tout de suite, Dracula, pour trouver Dracula, faut trouver son château et son émissaire, quoi. Il le sait. Sauf que Riley ne va pas écouter les conseils. Il va surtout passer ses nerfs sur. Il dit pas qu'il faut chercher le château. En fait, il dit qu'il faut chercher des lieux riches et le château fera partie de l'enquête. Bah non, parce qu'ils vont visiter plein de manoirs, des choses comme ça. Il y a des gens qui nous ont rejoints sur le chat. Un gros bisou aux nouveaux arrivants. Gros bisou. Monsieur Pitou même qui délaisse Koh-Lanta. Non, il délaisse Koh-Lanta pour vous écouter, évidemment. Merci Monsieur Pitou. Et Angélique qui nous a vu à la Comic Con. Gros bisous. Et donc donc vous pensez que Riley voit Spike comme une menace, alors direct. Moi je me demandais si à ce moment-là il se doutait d'un truc. Sauf que là je fais 10 cm de plus que lui, donc il fait pas du tout. Mais en plus ils sont rivaux déjà de base, par essence quoi. Le plan est génial. Ils sont face à face là de profil, c'est assez génial. On rappelle que Spike peut pas frapper avec la puce, l'histoire de la puce. Mais sans puce, il aurait déjà démonté la tête. Sans puce, voilà, tu vois. Parce que oui, Riley il fait son malin, mais voilà, c'est un peu désavantageux. Ce que fait Xander aussi, ce qui va être ça c'est l'arc narratif de Spike justement qui va devoir vivre avec ça. Alors là, on arrive en fin d'acte 2. On arrive à une scène qui devient très intéressante. Alors moi, un plan qui m'a tout de suite fait penser à la version DVD que Big Game nous a offert. Alors d'ailleurs, merci encore Big Game. Ah, alors la référence au Dracula de Coppola également. Non, mais et à tous les évidemment il a fumé qui rentre. Je sais bien, même voilà l'origine même du mythe quoi. Il se déplace en fumée, je trouve que c'est la méga classe. Et là encore, il respecte pas les codes de Buffy. Il rentre comme ça, tranquille. Oui, sans être invité. Mais parce que c'est Dracula. Vous savez bien spécial. Vous savez bien qu'il a été invité. Oui, on va le découvrir après. Il a été invité, on va le découvrir. Ça c'est bizarre parce que du coup, il respecte ce code-là. Il respecte ce code-là.
Et on en parlera. Et pour moi, il est plus fort que le code. On a donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, voilà, Dracula est rentré dans la chambre de Buffy. On a Buffy qui va se faire séduire ou se faire manipuler, on sait pas trop. C'est une scène extrêmement malsaine en fait. On sait pas trop si c'est un séducteur ou si c'est un violeur, Dracula. C'est un peu les deux, non? Je sais pas. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est pas malsain, ça se voit direct. Ah, mais le vol, c'est malsain, c'est pas malsain. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est que là, c'est sans équivoque la scène, tu vois. Elle est. Je suis Dracula et je t'hypnise. Bam. Buffy joue pas la fille séduite. Alors, sauf que oui, en fin de séquence, on va avoir des soupirs de plaisir qui vont. Mais ça, c'est la morsure. Hein. Bah oui, mais très clairement, elle va prendre du plaisir. Donc il y a une ambiguïté qui est totale, moi je trouve, et c'est extrêmement malaisant ce moment. On l'entend dans le noir là. Bah oui, c'est ça. Et on sait pas trop. Et voilà. Et Dracula évoque le fait qu'elle ait déjà été mordue. Donc elle a déjà été mordue par le maître, puis par Angel surtout. Surtout par Angel. C'est ça aussi Dracula, c'est le revival du vampire mentor. Excusez-moi. Qui très clairement Buffy est passée à autre chose quoi. Elle n'a plus besoin d'avoir un vampire qui lui apprend la vie comme c'était le cas en saison 1, 2, 3 où Angel était là pour la guider, pour lui apprendre des choses. Bah, elle est complètement là, on est d'accord qu'elle est possédée. Enfin, est-ce qu'elle est hypnotisée? Est-ce qu'elle est se laisse pas faire. Ça fait plusieurs mois qu'elle est en couple avec Riley. Elle a peut-être envie d'une petite escapade aussi, la petite Buffy. Non mais. Alors là, on remarque aussi d'ailleurs que lui, Dracula, il n'a pas besoin de devenir moche avec son maquillage de vampire. Il a juste ses dents. C'est pour ça que moi, je trouve il peut se permettre de séduire Buffy parce qu'elle est pas dans son état normal là pour moi. Il arrive à ce niveau-là, ce mec. Il arrive. Oui, peut-être. On peut aussi avoir la lecture de la morsure consentie, que Buffy s'accorde une petite escapade, une petite aventure, aventure d'un soir. Ah là, je te dirais que le plan. Hop là, le plan que vous avez vu sur la maison. Ça n'allait pas du tout. Je le trouvais classe. La maison sur la façade de Buffy. Donc tout le monde le sait dans l'univers de Buffy. L'adresse de Buffy, c'est 1630 Rovello Drive à Sunnydale. On est d'accord. Sauf que là, sur la maison, ils parlaient de la valeur esthétique d'une plan. Ils ont oublié de changer le. On arrête de se couper la parole. Ils ont oublié de changer le numéro. Ils ont oublié de changer le numéro de la maison. Non mais on peut se couper la parole, on peut parler les uns sur les autres, parce qu'après les gens n'entendent plus. Et donc là, sur la façade de la maison, c'était marqué 1313 le numéro, et 1313 Cota Avenue à Torrance en Californie. Ça c'est l'adresse, la vraie adresse dans la vraie vie de la vraie maison qui était utilisée pour le tournage de la série Buffy. C'est pour ça que c'était intéressant. Mais le plan était joli. Et le plan était magnifique. C'est marrant, ils ont oublié de changer le numéro. C'est dommage de ne pas avoir changé le numéro. Oui, c'est dommage. Effectivement, c'est dommage. Du coup, on parle que de ça. Donc là, ils font le point ils sont de retour chez Giles pour faire le point et évidemment ils énumèrent tous les codes de Dracula, tout ce qu'ils détestent et Riley propose de chercher dans les endroits justement huppé de Sunnydale. Pourquoi Xander a une chemise rose? Excusez-moi. Xander se comporte bizarrement. Et voilà, et c'est ça qui est super drôle dans la scène, c'est que là, il y a une vanne qui va être fil rouge pendant tout l'épisode, c'est que Xander est donc va être un espion du Dark Master. Là, tout le Scooby Gang a fait des recherches pour savoir comment choper Dracula, et lui il fait tout pour les envoyer sur une autre piste, sur une mauvaise piste. Donc c'est très drôle. Tout en bouffant des araignées. Voilà, je vais bouffer une araignée. Et en plus de ça, t'as le malaise de Buffy qui est un peu honte soit de son infidélité, soit du viol qu'elle a subi la nuit dernière. Et Willow qu'on rajoute une couche sur Giles aussi, et toutes les intrigues se mélangent, c'est pas mal. Le foulard hier, moi ça me faisait penser aussi à Lucy, le personnage de Lucy dans Dracula justement. Donc elle est la première femme qui veut cacher sa morsure, à se faire mordre par le comte dans le livre. Ouais, ou c'est juste un réflexe normal. Oui, pour cacher dans l'œil, après on peut voir la référence, mais je pense qu'il y a plein de trucs pensés vraiment. Oui, bien sûr. Parce qu'après, ce sera encore plus flagrant dans la dernière partie de l'épisode. Mais Riley, le militaire, on la lui fait pas, il remarque qu'il y a un truc qui va pas chez sa meuf. Il a l'œil. Et par contre, chez Xander, il remarque pas du tout que ça va pas, quoi. Il se comporte très très bizarrement. Il est en stress. Il exagère un maximum, mais non, il n'y a pas de quoi. Et justement, vu qu'il bouffe l'araignée en secret. Ouais, et Willow a évoqué, je crois que c'est Willow qui a évoqué que le fait que le comte avait besoin d'avoir un lien très fort avec ses victimes. Effectivement, dans le livre, on le voit très très peu souvent tuer des gens, mais on est au courant. Blood is life, phrase clé de l'univers de Dracula. Tout à fait. Et on voit que ce lien, donc le lien qu'a Lucy, puis qui a Mina dans le livre avec Dracula. Là, c'est Buffy qui est en train de développer un lien très très fort.
avec le comte et ses amis vont s'en rendre compte. Donc là, il quitte la pièce et Riley, lui, a compris qu'il y avait un. Ouais, ça va se désamorcer très vite cette histoire parce que justement, dès la scène suivante, on va découvrir que Buffy c'est. Tout le monde va être choqué. Quoi ? Buffy est infidèle ? On se croirait le 21 août 2017 sur Twitter quand le monde entier a appris que Joss Whedon avait aussi été infidèle à sa femme. Et non, mais le parallèle est formidable parce que qu'est-ce que tu me dis là ? Là, ses amis sont en train de penser, mais comment ça ? Tu dis que ce podcast, c'est pas possible. On a dit, donc on en parlait pas. Joss Whedon. Tu dis que tu es une tueuse de vampires, mais en même temps tu couches avec des vampires, c'est nul. Comme quand les tweetos de la terre entière reprochaient à Joss Whedon de ne pas être un vrai féministe vu qu'il trompait sa femme. Voilà, il y a débat. Non mais il y a clairement débat quoi. Bien sûr, débat. Est-ce qu'on peut être les deux ? Oui, enfin débat qu'on avait choisi de pas avoir justement. Bah visiblement Buffy est infidèle et ça n'empêche pas que ce soit une série féministe. Ah, on a un début de réponse alors à ce débat. Bien joué. Reprenons le cours normal de l'épisode. Surtout. Bien joué Riley. Et là surtout au-delà du parallèle Joss Buffy, cette scène est très cool parce que dans la continuité de la précédente, elle continue de désacraliser le mythe de Dracula. Vous avez vu qu'on donne toutes les infos dont on aura besoin pour la suite de l'épisode, pour l'intrigue. C'est un grand vampire de l'histoire, tout ça, il a plein de pouvoirs. Xander qui bouffe des mouches. Mais voilà, le plus intéressant, le plus important dans cette scène, c'est Xander et surtout la vie sexuelle de Riley et Buffy. Enfin, c'est ça qui est au centre. C'est hyper important, ouais. C'est ça qui est au centre de ces scènes. Et, mais oui, au-delà de la blague, c'est très important. Et l'histoire de Dracula qui est dangereux, tout ça, on s'en fout. Là, voilà, c'est surtout Buffy en gros plan qui jure à Riley que cette histoire, c'était juste un soir. C'est juste un coup d'un soir. C'était, voilà, ça va pas durer. Il y croit moyen. Ils vont faire équipe. Allez, c'est parti avec Riley et Giles. Super duo, ils vont partir à la recherche de Dracula. Et là c'est génial, c'est comme dans le livre, à chaque fois qu'une femme est en danger, parce que c'est un livre je vais revenir sur l'aspect féministe ou misogyne du livre, c'est un peu tendancieux aussi. À chaque fois qu'une femme est en danger, les hommes décident de mettre de côté la meuf. Pour la protéger. On t'enferme, on te laisse toute seule par contre, hein. On te laisse toute seule dans une pièce. On te laisse avec le traître. Et nous on va chasser. Et effectivement la femme se retrouve en danger dès qu'elle est laissée seule quoi. Ils devraient les intégrer à leur groupe plutôt que de la laisser seule. Et donc là c'est l'erreur que font Riley et Giles en disant à Buffy non on te met de côté au lieu de l'intégrer à leur équipe, ils la mettent de côté et c'est ça qui va la rendre vulnérable aux assauts du maître et de son du maître du Dracula et de son sous-fifre. On a vu que Joyce avait en fait été invité Dracula à prendre un café, c'est pour ça qu'il avait réussi à rentrer chez Buffy. Donc on peut se dire finalement moi, je reste sur ma, à ce moment-là Dracula il respecte au moins ce code-là de la série Buffy et donc s'il saigne on peut le tuer, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, si finalement il respecte un des codes, on peut peut-être tuer de la même façon que oui, mais de toute façon. Pour que ça pose un problème qu'elle le tue comme tous les autres. Non, parce qu'on va le voir à la fin justement quand il le tue, ça se passe pas aussi non plus. Donc comme la les priorité au direct, on a eu une succession de scènes très très rapides qui nous mettait en place le contexte pour le final de l'épisode et donc on voit Xander et Buffy sous l'emprise du Dark Master qui vont aller Xander va guider Buffy dans le château du comte Dracula. Le face à face final va enfin avoir lieu. Regardez avec les lumières et tout, on est hyper série B, on est à fond dans le Dracula de la Hammer et des films des années 70-60 sur Dracula. Dans les codes les plus connus du mythe Dracula. Alors je vous encourage pas à regarder les côtés de votre version DVD parce que comme vous le savez Buffy est une série qui se regarde en 4 tiers, mais là en 16-9 on voit le rail, un rail de travelling Sartman, tu dis ça parce que tu sais que c'est un rail. C'est un peu gênant. Oui mais on sait que c'est pas la déco médiévale. Oui mais c'est pas grave. Ça jure un peu dans le décor. Donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, c'est la faute au DVD, c'est pas la faute Buffy. Des gens très très intelligents qui ont fait cette série. Donc voilà, Buffy face à Dracula, le contrôle qu'exerce Dracula sur Buffy est là encore lourd de sens, au même titre c'est comme si c'était un désir sexuel extra-conjugal. Buffy elle sait que c'est pas bien mais elle n'arrive pas à s'empêcher par moment bizarrement Exactement, ça me rappelle évidemment la citation d'Oscar Wilde qu'on découvrait au début de chaque épisode de l'île de la tentation. Merci. Formidable série télé. Aïe. L'île de la tentation. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Tu veux pas citer Oscar Wilde plutôt que l'île de la tentation? Non, mais je voulais absolument citer l'île de la tentation dans ce podcast. Riley génial qui dit je vis à Sunnydale depuis quelques années, je savais pas qu'il y avait un château. Ben voilà. Blague soit il est très con, soit c'est une blague méta, voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Merci Riley de préciser. Merci. Mais on avait aussi
au-delà de la tentation d'Oscar Wilde, de l'île de la tentation, on a exactement le même relation entre Buffy et Dracula qu'entre Buffy et le maître en fin de saison. Une nouvelle fois, c'est un retour énorme en arrière, ce Dracula, le maître qui envoûtait Buffy et dont Buffy n'arrivait pas à se défaire. Elle n'a réussi à se défaire qu'en mourant. On espère qu'elle va pas devoir faire ça pour se défaire de Dracula, hein. Et elle est pas encore une fois. Ouais. Bah non, elle est en mode non, mais c'était comme si elle expliquait à son amant d'un soir que ça se repassera plus. Tu vois, elle explique au gars non, mais c'était juste hier soir. Je suis quand même revenu. On va pas y remettre quoi. On va pas remettre le couvert. T'étais une rockstar, c'était très bien, mais moi je suis déjà quelqu'un. Enfin, c'est exactement ça qu'elle lui dit, sans trop y croire. En sous-texte. Moi, je crois qu'elle y croit, mais qu'elle a du mal à refuser. C'est tout le concept de la tentation et de l'infidélité. Enfin, c'est une épisode qui est génial sur ce thème-là, en tout cas. Tout à fait. Vous l'aimez bien l'acteur qui fait Dracula là Rudolph Martin. Si Rudolph Martin vient te draguer de Clément, tu fais quoi? Tu fais comme Buffy je fais comme Xander, je bouffe des araignées. Voilà, tu cèdes à la tentation. En lui disant mon maître et je mets un genou. Parce qu'il est plus pâle que les autres. Moi je l'apprécie pour ce qu'il représente. Voilà, c'est-à-dire Dracula. C'est-à-dire au-delà de son contexte, on va dire, je trouve cet acteur insipide. Mais sachant que c'est Dracula dans le Buffyverse, je le prends pour ce qu'il est. C'est Dracula, ok? Donc tout le monde la boucle. Et oui, il a un petit côté ridicule finalement. Mais oui, mais ça passe parce que c'est Dracula. Et sur le chat, on nous fait remarquer que Drusilla avait également des pouvoirs hypnotiques, hein, effectivement, quelques. Ça m'étonne pas, tiens. Voilà. Ça m'étonne pas de Drusilla. Sur infidélité, tout ça, on est pas mal sur Drusilla, donc voilà. C'est peut-être lié en fait. Peut-être que le maître était un gros queutard aussi, et c'est pour ça qu'il avait des pouvoirs hypnotiques. Oui, on ne sait pas. Tout à fait possible. Alors là, une scène rigolote, hein. Riley, il sert à quelque chose. Et il donne des coups de poing. Voilà. Et puis Xander aussi, il sert à balancer des vannes. Faudra passer sur le corps. Bim, voilà, c'est fait. Salut. Et là, scène géniale. Oui, c'est génial. Une demi-heure scène d'épisode. C'est génial il a aussi qui revisite un truc classique de l'histoire de Dracula, du bouquin de Bram Stoker. Voilà, dans l'histoire, Dracula est accompagné. Enfin, dans le château de Dracula vivent trois femmes magnifiques évidemment, qui se baladent à moitié à poil et qui vont charmer le jeune Jonathan Harker quand il est séquestré chez le comte Dracula. Et là, c'est Tonton Jace. Mais ça fait sens que ça soit lui. C'est Tonton Jace qui rencontre les trois jolis vampires et il se laisse faire, comme Jonathan Harker. C'est un hommage. Comme j'ai envie de dire comme un homme. Il se fait déchirer la chemise. Non, mais il résiste pas du tout quoi. Non, il faut bien que l'épisode avance quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, une fois de plus, l'infidélité, tout ça, c'est quelque chose. God. Mais si, regarde, il résiste dans sa tête, il se dit, c'est pas bien ce que je fais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas bien. Il a fait une vanne aussi, il a dit, pour une fois que je m'évanouis pas, ou. Parce qu'il s'évanouit tout le temps dès qu'il tombe, et là, pour une fois que je m'évanouis pas, il se retrouve. Je me fais sauter dessus par trois vampires. Donc là, ça baise à tous les étages dans ce château, c'est n'importe quoi. Il y a une tension sexuelle dans ce podcast. Jace qui se fait l'échouiller, Buffy qui a deux doigts de pépon le comte Dracula. Carrément, d'accord. C'est exactement ça, enfin je suis désolé. Non mais oui. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'analyse cinématographique pour comprendre ce qui se passe là. Il lui tend son membre qui dégouline, Voilà, et donc il y a grosse réflexion de Buffy, elle combat la tentation. C'est vrai que c'est tentant. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? Et voilà, comme tu l'as dit Clément, il y avait une histoire avec le sang aussi, le sang c'est la vie, tout ça. Oui. Donc c'est pas évident. Là, une scène très très tendue. Il lui fait goûter, il lui dit voilà pourquoi tu te bats, pourquoi tu. Alors, mais réplique importante. Et puis voilà, et pour ceux qui n'ont pas l'image, qui croyaient qu'on regarde un porno, donc. Oui, elle va sucer le poignet de Dracula. Voilà, Dracula. C'est vrai qu'on aurait dû le préciser. Il tend son bras. Oui. Ah, mais là, voilà, il y va, et suce. Et la coupure pub. Mais c'est de la fellation, je suis désolé. Enfin, c'est très clairement ça. Ouais. Oui, non, mais. Et d'ailleurs, Buffy elle-même l'a remarqué. Donc non, c'est pas là. Là, elle découvre. Un flash avec la première tueuse. Voilà, elle découvre un pouvoir assez fou et elle va cogner le mec. Là, l'emprise de Dracula est terminée. Et voilà, et elle va le faire. Elle va dire that was gross. C'était dégueulasse quoi, ce qu'on vient de vivre. Effectivement, oui. Elle a compris le double sens horrible de cette scène et elle a trouvé ça très très sale. C'est comme si elle s'était fait forcer. Harvey Weinstein style. Bravo Dracula. C'est assez dégueulasse. Non mais effectivement, c'est complètement ça. Alors, balance ton Dracula, on lance le hashtag balance ton Dracula. Balance ton Dracula. Putain.
Quel connard. Ah mais c'est vrai que dans cet Et épisode... là, tu vois, elle vient de lui dire, you want to test? Comme il lui avait dit juste avant. Tu sais, la avant grosse de- baston de là, tenter. la chorégraphie est très Donc très, elle très retourne cool. le truc pour elle. Non mais c'est génial. Et voilà, et puis là, non mais là, oui, chorégraphié. Dans le conducteur, tu dis qu'elle a une tension sexuelle cette mise en scène, que le combat Du est un combat peu. Ouais, il y le a combat encore est un des. peu. Oui, il y a encore voilà, des. C'est très connoté encore. Ça reste connoté, ouais. Sur tout le à fait. tapis au coin Et là, du moi j'aime feu, bien la réaction de oui. Jace, parce que le pauvre, il s'est fait sucer à mort et il est très fatigué. Alors, Ah bon, il est pas du tout chaud pour partir. Je galère là quand même. J'ai du mal. C'est très bon ça. J'ai Et après mal. là il dit j'ai J'ai oublié mal. ma chaussure, il faut que je redescende et tout. Et voilà, on a l'espèce de flashback pas, tonton Jace. de vision de la tueuse qu'a vu Buffy. C'est important parce que en fait, non, enfin je vais dire la merde. Si, Bah, voilà. Alors ne la dis pas. Buffy, on va le voir dans cette saison 5, va être à la recherche de sa tuosité, de ce qu'il y a de tuosité. La fameuse tuosité, bien sûr. Tout à fait. Exactement. Ce mot existe. Donc elle avait entrevu dans l'épisode de Restless avec sa tueuse. Dernier épisode de la saison 4. C'était introduit dans les rêves du Scooby Gang et là encore c'est cohérent, c'est à part en ayant goûté au fluide de chaud, Dracula, elle rencontre ce qu'il y a de plus vampirique en elle et ça va être important pour elle de l'explorer pour devenir pleinement une tueuse. On va le voir par la suite. D'un point de vue strictement pragmatique, pour convertir quelqu'un au vampirisme, tu lui fais boire son sang. Tu vois, ton sang, c'est la seule façon de le faire. Et bah non, elle s'est retirée au dernier moment. Et bim elle a attendu l'apparition. Moi, je trouve que c'est bien joué. Priorité direct, Buffy est en train de tuer Dracula. Mais ouais. Bim. Dark Master est en train de crever. Bah oui. C'est moche. Bah parce qu'il ne pouvait qu'en rester qu'une. Avec un pantalon rose. Et c'est forcément Buffy, quoi. On vous a remarqué sur le chat tout à l'heure, je crois que c'est Kipa qui disait que le pantalon rose et Xander avec une chemise rose aussi, qui était une sorte de lien alors qu'ils étaient sous l'emprise de Dracula tous les deux. Ah putain, pas mal. oui, bah oui. Bah pourquoi pas. Non ouais. mais ça on fait jamais assez attention aux costumes et ça. Moi on a pas cool. Moi je fais gaffe aux costumes. Bah là t'as pas vu là j'ai pas les fait trucs roses. Non. Enfin si, j'ai noté mais j'ai pas fait le lien. Xander Comme un qui dit con. qu'il en a marre d'avoir de la syphilis. Il est toujours le Mais Le voilà. sweat monkey de tout le monde. Il faut une vanne à la fin de la bataille quand même. le butt monkey, voilà, c'est pas mal. Donc c'était Tout le cool. monde s'en fout. C'était voilà. Parce que Jace il est encore plus honte je crois que Xander avec sa chemise Avec ouverte sa chemise là. ouverte décomplexée. Il a servi à rien du tout, il s'est juste Il s'est juste C'est fait, juste fait pomper, mais en même temps l'épisode nous parle de ça. Donc je vois pas pourquoi on se cacherait de le dire. Tout à fait. Oui, Sartman, merci d'avoir mis autant de temps pour me relancer. Et là on va passer un moment génial où Dracula, évidemment comme le mythe de Dracula d'habitude, il va Voilà, le mythe n'est jamais mort. Et voilà, Dracula ne peut pas mourir, il se réincarne. Et hop, Buffy est toujours là et Tiens, le replante une deuxième fois. Tu vas pas nous faire chier. Et là encore Black Metal, et tu crois que j'ai jamais vu tes films. Et ce qui est drôle, c'est que comme vous savez, comme un amant qui donne plus signe de vie, Buffy est à deux doigts de se faire ghoster, quoi, parce que lui il veut disparaître par la fumée, il veut pas disparaître physiquement. Et Buffy lui dit non, tu vas disparaître physiquement, je vais te donner des coups de pied. Elle veut pas se faire ghoster, ça c'est très très drôle. Bon, on voit qu'il est toujours vivant à la fin, parce qu'il reste en fumée, mais Dracula, on le reverra plus tard d'ailleurs dans les Dracula comics. ne peut pas mentir. Je trouve Buffy très 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 jolie dans cette scène. Vraiment là, cette saison, je suis ouais. désolé, je suis obligé de le dire. Donc Buffy est chez Jace, là il y a une sorte de petit débriefing, hein. C'est ça. Un petit, là on fait un petit topo. Voilà, comment ça va. s'est passé C'est une scène qui va lancer les enjeux de Buffy sur la saison. Oui, tout à fait. Ouais. Revenons, pardon, soyons sérieux. Avec ces trucs sur son histoire sur la tueuse, sa tuosité, hein, comme dirait Sartman, qui prépare une thèse. C'était ça. La tuosité, oui. Johnny a fait une chanson sur ce mot d'ailleurs, je crois. C'est dans une chanson de Johnny. Ah bon? Non, c'était une petite dédicace. Quelque chose en nous de tuosité. Donc non, là, mais ouais, voilà, alors Jace allait annoncer qu'il voulait se barrer, et finalement Buffy lui dit avant, je veux savoir plus sur ma tuosité, qu'est-ce que je dois faire? Et Jace, voilà, ça va se trouver une dernière mission avant de se barrer finalement. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que ça a amorcé son départ tranquillement de la série, et qu'en même temps trop brutal, les fans n'auraient pas compris. Ce sera plus pareil. Ouais. Et puis c'est plus réaliste et tout, donc non, je sais pas, non, c'est bien. C'est bien. Il faut se séparer des maîtres. Briser les codes. Comme ils font dans dans le dernier Jedi. Last Jedi, on y revient, c'est incroyable. Puisque tu en parles, Riley, alors là, mais je suis. Non, pardon, on n'en parle pas. Pardon, on en parle, mais on en parlera après. Buffy, I need to know more, voilà, évidemment.
J'ai besoin de trouver ma place au milieu de tout ça quand même. Il faudra qu'on fasse Restless quand même. Et il y a quelque chose d'intéressant avec pareil cette dernière passerelle avec le mythe de Dracula, c'est que Dracula représente aussi la mort. Toutes les personnes que Dracula va rencontrer dans l'œuvre originale vont finir par mourir et qui ont eu un lien, tout ça. Et Buffy, c'est un peu ça aussi, cette rencontre avec Dracula, cette rencontre avec sa tuosité va la conduire vers la mort en fin de saison 5. Pour rappel, elle va finir par se sacrifier pour sa sœur. Et là aussi, on a des petits signes, des petits indices sur ça, quoi. On nous amorce ça, c'est le but d'un premier épisode, ce qu'on a un peu oublié en regardant l'épisode avec Dracula, mais voilà, il faut lancer les intrigues de la saison. Cette scène et la suivante encore plus sont là pour mettre en place les intrigues qui vont courir tout le long de la saison 5 pour un petit peu nous alpaguer, nous dire regardez la saison 5, vous va y avoir tout ça. Pour l'arc narratif avec Riley qui est amorcé dans l'épisode. Dernière scène de l'épisode complètement géniale, un twist dont seul Joss Whedon a le secret, un truc incroyable. On découvre Dawn, une séquence très très courte qui dure à peine 20 secondes et une réplique Why don't you take your sister, qui mindfuck littéralement complètement le spectateur, avec le double mom après. Qui finit de clore le truc. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on vient de voir? Elle a une sœur mais on savait pas, depuis combien de temps, on devient fou quand on voit cette très controversé d'ailleurs. Mais oui, les gens n'ont pas compris. Mais quelle prise de risque d'introduire Dawn, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi l'épisode de Dracula. Et ce sera pas expliqué tout de suite, quoi. C'est ça qui est aussi génial. Dans quelques épisodes, et dans encore plus longtemps en Australie. Tu parlais Riley alors je sais pas à quel moment t'as parlé de ça, mais figure-toi qu'en Australie, les diffuseurs de la série ont eu la très mauvaise idée de passer Buffy contre Dracula en tant que finale de la saison 4. Ah oui, très bien, d'accord. Et pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. Et du coup, les spectateurs australiens de Buffy contre Vampire. C'était ça leur cliffhanger de fin de saison 4. Voilà, c'était ça le Dawn qui apparaît. C'est carrément mieux. C'était leur cliffhanger de saison 4. Et ils ont dû attendre 4 mois pour avoir la fin, pour avoir l'épisode Real Me, donc l'épisode 2 de la saison 5, pour avoir la réponse enfin même pas la réponse, pour avoir la suite au moins. Enfin, c'est assez rude, l'Australie, c'est pas un pays facile, hein. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter ou est-ce qu'on passe à la conclusion? On passe à la conclusion. Là il y avait ça allait trop vite comme d'habitude. Évidemment, elle est beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'on va se faire une petite conclusion pour tout remettre dans l'ordre. Très bon épisode quand même. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Ok, conclusion, 1 milliard de choses à dire évidemment sur cet épisode, sur Dracula aussi. Est-ce que vous voulez commencer, Riley, ou j'y vais ou j'attaque? Non, vas-y, vas-y. Non, juste techniquement l'épisode plutôt sympa, assez réussi. Dracula est cool quand même. La vision de Dracula dans Buffy est assez réussie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça me plaît. Et puis l'épisode est assez marrant. Il lance bien cette saison 5 et puis ce cliff est génial. Moi j'avais remarqué que un petit détail là, au moment où la première fois qu'on voit Dracula, il est en train de mater Buffy, Buffy qui est en train de combattre / baiser, et ce côté vampire voyeur pervers, je trouvais que c'était très drôle parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez ces anciens amants vampires. Buffy, Angel, on sait c'est un gros mateur. Angel est un énorme stalker, il passe son temps à la mater, à la suivre dans le noir, tout ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rencontrent la première fois. Spike, rappelez-vous, dans l'épisode Halloween, il va demander à un de ses sbires de filmer Buffy pendant qu'elle se bat, comme si c'était une sextape qui après il va se remater avec sa copine Drew. Enfin, c'est assez un trait de caractère qu'on retrouve chez ces vampires fans de la tueuse, et très très pervers, très voyeur, quoi. Il y avait ce côté-là qui était très drôle à noter. Tout à fait. Moi, en conclusion, je dirais que j'aime bien parce que Whedon a respecté la figure mythique de Dracula sans trop se foutre de sa gueule non plus. Ouais, c'est vrai. Et en plus, pour une fois, le combat final se passe dans un endroit qui est pas étriqué et je trouve que visuellement, ça fait du bien de les voir un peu dans un décor un peu plus large.
Voilà, c'était bêtement technique. Et elle est cool cette photo que tu as choisie, certainement. Tu parlais du combat, du dernier combat. Oui. Alors, combat qui parfois était un petit peu cadré trop large, enfin trop serré sur certaines cascades, parce qu'on a remarqué. On a surtout remarqué que la cascadeuse qui interprète, enfin la doublure qui joue Buffy dans les scènes de combat, c'est plus Sophia Crawford. On a souvent parlé de Sophia Crawford. La doubleuse de Sarah Michelle Gellar dans les premières saisons, et là en saison 5 elle est remplacée par Michelle Wetman, donc qui interprète Buffy pendant les séquences de baston. Et voilà, c'était juste ce petit détail à noter. Si vraiment on est très très attentif sur certains plans, on remarque que c'est plus la même cascadeuse. Et Michelle Wetman, elle doublera encore Sarah Michelle Gellar dans Scooby-Doo 2 et dans Ringer. Ah oui. Superbe série. Donc, elle l'a vraiment suivi dans ses meilleurs rôles. Il y a Christelle sur le chat qui nous dit que Dracula, elle est pas convaincue par Dracula. Et elle est persuadée pour elle que c'est un rêve ou une hallucination des personnages, parce qu'elle veut pas croire à l'existence de Dracula dans le monde de Buffy. Ah, c'est intéressant C'est intéressant, mais ils sont obligés de l'inclure, au moins c'est une sorte de passage obligé quand t'abordes le vampire. Saison 5, tu vois, Joss il a repoussé quand même pas mal avant d'aborder un mythe comme ça. Bah oui. Une thématique aussi importante dans cet épisode, c'est la vanité et la célébrité, le rapport à l'image de soi-même. Buffy rencontre donc, comme vous l'avez dit, le plus célèbre des vampires, et ce dernier connaît lui-même la réputation de la tueuse. Et elle se sent par transfert, elle aussi, une superstar en fait. C'est vraiment une rencontre de deux stars. Et c'est du coup un peu pour ça qu'on lui met, comme si c'était pour ça qu'on lui mettait dans les pattes à la fin de l'épisode une petite sœur. Parce que vous voyez, si vous vous rappelez de l'épisode de Will Me qu'on a commenté également, avec sa petite sœur, ça se passe pas du tout comme avec Dracula. Elle est pas du tout prise pour une superstar, quoi. Elle est même en concurrence vis-à-vis de sa mère. Voilà, comme si c'était histoire que Buffy prenne pas trop le melon. Et pensez aussi à Glory, le super méchant de cette saison 5. Glory, c'est une méchante qui ressemble beaucoup à Buffy. Blonde, plutôt jolie, qui aime les fringues, les chaussures à talons, qui est à contre-courant total des clichés des monstres d'horreur. Et qui aime beaucoup l'image de soi-même, qui aime beaucoup être jolie, tout ça. Et tout ça pour dire que, comme l'avait dit notre invité Pacôme Thielman, l'excellent Pacôme Thielman, qui était venu commenter avec nous l'épisode de Guild, donc le final de la saison 5, il avait expliqué que pour lui, la saison 5 c'était la saison de l'image de soi. Et là dans ce premier épisode, en tout cas, c'est très clairement ça. Ouais. Très bien, deux choses à ajouter à part de la toux, Clément? Non. Alors moi je peux tu veux revenir sur Dracula, ça moi je vous ai dit, moi j'ai un petit peu dans les détails. J'ai un milliard de choses à dire sur en conclusion, donc moi je peux vous parler un peu du livre voilà. de Dracula de Bram Stoker. Allons-y. Que je peux montrer peut-être. Revenons à la source du problème. Bram Stoker. 600 pages, ça rigole pas. C'est pour ça que ça a mis 6 mois de préparation ce podcast. C'est pour ça qu'il a fallu un petit peu de temps. Non, mais j'ai fait d'autres choses entre temps. Mais oui, voilà. Le Dracula de Bram Stoker, donc alors déjà parler du livre, c'est écrit à la forme épistolaire. Vous connaissiez ce mot? Je connaissais pas ce mot. Les liaisons dangereuses étaient écrit comme ça aussi, je crois. Voilà, ça veut, tu sais ce que ça veut dire alors, Riley? Ça veut dire quoi, épistolaire? Bah, ce sont des correspondances en fait qui nous sont retranscrits dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est des lettres, des passages de journaux intimes, des articles de journaux. C'est pas une narration linéaire classique. Exactement, c'est comme du fan footage, mais à l'écrit. Si on veut, mais en livre. Exactement. Et donc là, ça c'est très cool, ce style d'écriture. Ce style, exactement. Merci. Ça permet d'avoir un point de vue. En fait, le narrateur est toujours. Et on a plusieurs points de vue de la même histoire. Voilà, et surtout, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le lecteur est à un pied d'égalité avec les protagonistes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au courant des mêmes choses. C'est-à-dire que vers les milieux, vers les 2 tiers du bouquin, ils se transmettent tous les personnages se transmettent leurs journaux personnels, et c'est compilé dans ce qu'est le livre en fait, c'est complètement méta à ce moment-là, et tu comprends donc que tous les personnages vont lire ce que tu as lu depuis 400-500 pages, et vont du coup être à niveau, vont connaître exactement les mêmes choses. Sachant que ni plus ni moins, quoi. Ça c'est assez sachant cool. Que Dracula n'a pas il y a jamais le point de vue de Dracula. Voilà. Lui il n'écrit pas son journal. Et donc c'est pour ça qu'il est extrêmement peu présent. On l'a peut-être pas retrouvé. Présent du livre. Il y aura le tome 2, je pense. Avec
Non mais c'est pour ça que ça aussi c'est très intéressant parce que son fils a écrit la suite. Dans le livre original, Dracula est extrêmement peu présent finalement. Les personnages principaux sont Jonathan Harker, Mina, le Docteur et Van Helsing. C'est vraiment eux les plus. Et Dracula est très très peu présent. Et donc c'est dingue de voir que d'un livre où il était très peu présent, alors même si le titre c'est son nom, a découlé des tonnes et des tomes d'adaptations et ce personnage est devenu aussi important, aussi mythique, alors que dans le bouquin c'était presque un second rôle quoi. C'était assez intéressant. Alors Dracula, moins elle voit la bête et plus elle fait peur en même temps. Il y a beaucoup de ça parce qu'on voit tout. Oui, on voit par contre beaucoup les conséquences de ces actes. Dracula est-il un bouquin féministe? Parce que donc Buffy c'est plus à expliquer. Buffy est une œuvre extrêmement féministe, mais alors Dracula en tout ça, est-ce que ce qui a créé un petit peu le mythe du vampire et donc ce qui nous a conduit à beaucoup plus tard à Buffy, est-ce que ça aussi c'est féministe? Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que le livre. parce que tu veux répondre sincèrement à la question. Mais je vais donner des pistes de réflexion. D'accord. Le bouquin il met en scène deux personnages féminins extrêmement forts, Mina et Lucy. Elles sont vraiment au cœur de l'histoire. Alors par contre, elles vont être vraiment au centre comme des proies. Elles vont souvent être prises comme des proies de Dracula. Mais Mina, sur la fin du livre, elle est plus présente comme une arme de la team. Parce qu'elle permet de repérer Dracula en fait. Voilà, il y a un lien exactement comme dans l'épisode de Buffy qu'on vient de voir. Il y a un lien qui se crée entre Mina et Dracula, comme il y avait un lien entre Buffy et Dracula. Et elle va aider. Et moi j'ai l'impression que ces deux femmes étaient assez émancipées du coup pour leur époque, parce qu'il faut aussi se mettre dans la peau. C'est fin 19e, début 20e. Voilà, faut essayer de se mettre dans la peau d'un lecteur du fin 19e siècle. Et effectivement, à mon avis, pour l'époque, ces deux femmes sont assez émancipées. Sauf que les mecs avec qui elles traînent, eux, sont pas du tout progressistes et vont avoir plus tendance à les mettre de côté et avoir des réflexions extrêmement misogynes. Comme par exemple, je vais vous lire des extraits, forcément. Ah, merci. Comme par exemple, page 426-427. Ah, cette merveilleuse Madame Mina. Elle a le cerveau d'un homme, un cerveau que l'homme posséderait s'il était vraiment doué, et en plus, elle a un cœur de femme. Voilà. Ouais, alors j'avoue que... Ce qui peut apparaître comme un compliment, en fait, est extrêmement misogyne. C'est une réplique un petit peu... Ouais, voilà, oui. Mais voilà, c'est ce qu'il y a dans tout le livre. Je vois pas trop le problème de cette réplique. Ou alors, après, on a... Mais ce n'est pas un rôle pour une femme. Même si elle n'est pas physiquement blessée, son cœur peut être atteint par toutes les horreurs. Et alors, après, elle souffrira à l'état de veille avec ses nerfs et dans son sommeil avec ses rêves. Et de toute façon, elle est une jeune femme nouvellement mariée et elle aura sans doute bientôt, si ce n'est pas aujourd'hui, de quoi s'occuper. Sous-entendu, elle vient de se marier, normalement elle va être enceinte très très prochainement, elle aura des enfants, elle est s'occuper et de la cuisine à faire. Voilà. Donc Bram Stoker sympa, mec sympa. Balance ton Bram. Balance ton Dracula. Voilà, faut remettre ça dans le contexte. Moi aussi, avec ma vision de lecteur du 21e siècle, je suis ta vision de la femme actuelle également. Je suis un peu scandalisé. Mais bon, voilà, ça a été écrit il y a très très longtemps. Et donc, comme je vous disais, alors ça j'ai déjà dit. On peut parler donc de liberté, de libération sexuelle. Allons-y. Parce que moi j'ai trouvé que Allons-y maintenant. Mina. Non, pas de suite. Ah pardon, excusez-moi. Moi je trouvais que Mina et Lucy étaient quand même hyper ouvertes. Lucy parle même de polygamisme à un moment donné. Enfin, j'ai trouvé que c'était. Mais c'est empreint de sexualité, Dracula. Et voilà, de toute façon, surtout quoi. voilà le vampirisme en général. Le vampirisme. Là, le vampire, on l'a beaucoup dit ici, la pénétration des dents du vampire. On vous fait pas l'image. On l'a beaucoup dit ici, c'est vrai. C'est très clairement et redit, je pense. connoté l'acte sexuel. Il y a une histoire, il y a un soupçon d'allégorie de la MST aussi dans cette histoire de maladie qui se transmet par le sang et par après avoir couché avec la personne. C'est ça aussi les femmes que Dracula vient visiter sont après malades, elles deviennent toutes pâles, elles finissent par mourir. Il y a une histoire un sous-entendu de maladie sexuellement transmissible. D'ailleurs, il y a plein d'œuvres de Dracula où il doit se nourrir de jeunes vierges, et c'est pas forcément du sang de n'importe qui, c'est du sang de jeunes vierges pour qu'ils puissent survivre, quoi. C'est encore plus sexualisé. Une thématique qui donc mettons des capotes. Déjà oui, voilà. Et surtout quand on baise avec Dracula, c'est encore plus important. Évidemment. Et il y a cette chose aussi de l'amant, la figure de l'amant exotique, l'amant le beau gosse venu de l'Est qui va charmer les femmes délaissées. Il y a beaucoup ça aussi dans le livre, et donc un peu c'est pour ça oui, ça je l'ai pas dit, mais moi je trouve que c'est une excellente adaptation
de Dracula, cet épisode qu'on vient de voir, parce qu'il y a vraiment plein de choses qu'il y a dans le livre. Alors, parenthèse, on vous prépare un dossier hors série sur Dracula au cinéma. Oui, il faut parce que on l'a pas dit là, mais on est en train de taper plein de films de Dracula. Voilà, on a regardé déjà beaucoup de films de Dracula. On va regarder encore beaucoup d'autres pour vous faire un dossier le plus complet possible. Et on a vu plein de films. Enfin, moi, j'ai vu plein de films qui n'arrivent pas à la cheville de cet épisode de Buffy. C'est vrai. Sur l'adaptation pure de l'œuvre. Là, sans reprendre l'histoire au sens strict. L'épisode écrit par Martin Oxon reprend plein de thématiques et est super riche et super lié à l'œuvre de Bram Stoker. C'est vraiment un super boulot qu'elle a fait Martin Oxon, et je le dis d'autant plus que moi normalement je suis pas super fan des épisodes écrits par Martin Oxon. Donc là je le dis à fond, je dis bravo parce qu'elle a fait un super taf. On retrouve tout ce qui était cool dans l'œuvre, dans le Dracula original, et on retrouve aussi notre Buffy qu'on aime bien, donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà, moi j'en ai fini avec ce que j'avais à dire en conclusion. Donc on voulait finir en vous disant qu'on va donc faire un hors-série sur... Il y avait vraiment beaucoup de films. Beaucoup trop, on pouvait pas tous les avoir faits pour l'enregistrer maintenant. Et puis le podcast aurait duré 4 heures, je pense, si on avait fait l'épisode plus le dossier des films de Dracula. Donc on va faire comme on avait déjà fait les films de loup-garou ou les films de chasse aux sorcières, rappelez-vous. Des films de boucle temporelle, on a fait ça. Voilà, on va vous faire un dossier du même acabit, mais cette fois donc avec les films mettant en scène Dracula. Donc il y en a. On fait un podcast du coup. On fera un podcast hors série dans quelques semaines. Un podcast. Il a failli dire. Parce que tant qu'on est chaud là, il faut qu'on le fasse. Hein. Non, mais on va le faire, c'est sûr. Juste donc on prévient nos auditeurs qu'on va le faire, et donc ce sera un podcast le plus complet possible. Et on a plus de 60 films à voir, je crois, 70 films. C'est très bien. Ça va être. On a vu plein déjà des trucs vraiment pourris, et d'autres vraiment très bons. On a très hâte d'en parler en fait. C'est ça le truc. On aimerait bien en parler ce soir, mais non. On vous réserve ça pour le hors-série, comme ça, comme on aura en janvier. Voilà, en janvier, en 2018, où on aura une vision complète du truc. On en a fini avec la conclusion. Riley, Clément, vous avez des choses à rajouter en conclusion ou pas ? Eh ben non, on a été assez complet. Plein de choses sur cet épisode. Sur le chat, j'ai l'impression que ça parle de Dracula, du futur de Dracula. Est-ce que Dracula va revenir peut-être oui, dans les comics. Alors, c'est évidemment transition toute trouvée. C'est ce dont je vais parler dans mon système Buffy. Tu vas aimer ça. Attention, c'est parti. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Je vais vous parler d'un comics, Spike versus Dracula. Pareil, je crois qu'on l'avait évoqué avec Big M quand on avait parlé de Dracula. Oui, il en parlait, c'est lui qui en parlait, ouais. C'est la BD, donc je vous parle de Spike versus Dracula. Donc pareil, toujours après Buffy contre Dracula, Spike contre Dracula. On apprend plein de choses dans ces comics. On apprend que la vieille qui rend son âme à Angel à la fin du 19e, vous vous rappelez de ça ? On la voit dans l'épisode de Becoming. Grave. Elle, c'était un grand amour de Dracula. Cette vieille dame. Alors Dracula, il a pécho tout le monde dans le Buffy. C'était un grand amour à l'époque où elle n'était pas vieille dame, je crois. Et du coup, quand après ça, Spike et Drew, après que la vieille ait rendu son âme à Angel, Spike et Drew et Darla zigouillent tout le clan gitan. Et donc notamment la vieille. Et donc Dracula, il n'est pas content du tout. Parce que les gitans, en fait, ce clan gitan, c'était les protégés de Dracula. Car pareil, dans le livre, ça revient, tout est cohérent avec l'œuvre de Stoker. Il protège des gens, Dracula. C'est un vrai conte. Et les gitans le protègent également. Oui. C'est les gitans qui ramènent son cercueil à la fin vers son château. Ouais, parce que c'est grâce à eux, il les entretient, Dracula. Il se comporte vraiment comme un conte moyenâgeux. Comme un propriétaire terrien. Voilà. Exactement. Et donc bref, Dracula du coup en veut un petit peu à Drew et Spike. Et Spike, entre-temps, il a acheté le livre Dracula de Bram Stoker à Drusilla, parce que Drusilla voulait le lire. Sauf que Dracula, quand il débarque chez Spike et Drusilla, il balance le bouquin au feu. Parce que lui, il aime pas du tout le livre de Bram Stoker qui balance tous ses secrets. Et ce livre avait coûté 11 pounds, donc 11 livres. Et c'est ça
C'est à cause de ça que qu'il lui donne de l'argent. Que Spike considère que Dracula a une dette envers lui, cette dette d'argent qui va traîner ça tient pas la route. Qui est évoquée donc dans cet épisode. Et c'est une dette, forcé, c'est une dette qui va traîner tout le long de ces 5 épisodes de la bande dessinée Spike contre Dracula. Donc c'est très drôle parce que c'est 5 époques différentes où Spike va croiser le chemin de Dracula. Ça a l'air très cool. Spike va croiser Dracula, mais également Bela Lugosi, Ed Wood, un ancêtre de Oz, Hitler, Audrey Hepburn, enfin plein de personnages historiques très cool. Et parce qu'Hitler existait. Super cool. Je croyais que c'était un super méchant. Plein de personnages très cool. Ça va, bravo. Tout va bien. Donc le nazisme, c'est cool. Et même dans le dernier. Vous avez bien changé les mecs. Et dans le dernier numéro. Ça se passe après la saison 7 de Buffy. Ça se passe même on peut le dire pendant la saison 5 d'Angel à Wolfram et Hart, et Dracula vient encore emmerder Spike à ce moment là, et voilà, et Dracula est même revenu dans la saison 8, le tome 3 de la saison 8 de Buffy, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Buffy a vu une suite en comics, hein, donc saison 8, 9, 10, 11, 12, je sais plus officiel, combien on est à combien maintenant. Ils sont à 11 je crois. C'est un complètement fou. Et donc sur le chat, on lit pas là, on est vraiment en retard. Alors moi j'ai lu que la saison 8, et coup de bol, dans la saison 8 le comte Dracula revient. Il revient parce qu'il a fait de la merde un peu, il a perdu ses pouvoirs, donc ses pouvoirs qu'on a vu là, se transformer en fumée, en loup, tout ça. Il est redevenu vampire normal. Non, il les a toujours, mais sauf qu'il les a perdus, il a donné ses secrets à d'autres vampires, des vampires japonais, qui viennent emmerder Buffy et son collectif de tueuses qui combat les forces du mal à cette époque-là, dans la saison 8. Et Clément découvre que Buffy a des expériences. Non, je savais pas que c'était dans cette BD, je savais pas que c'était dans celle-là. Et donc pendant que Clément feuillette la saison 8, donc c'est très drôle parce que Xander va retourner voir Dracula, et on va apprendre que Xander est finalement devenu pote en fait avec Dracula. Super. Ils ont gardé ce lien qu'il avait tressé. Là, je le vois là. Mais oui, ce lien qu'ils avaient noué ensemble, ce lien contraint est devenu un lien volontaire. Un lien volontaire. On apprend qu'après la mort d'Anya, Xander va passer quelques mois chez le comte Dracula pour se ressourcer, hein, parce qu'avec son ami Drac, il va faire des balades en forêt, je ne sais pas. J'ai aucun souvenir de ces épisodes, et pourtant j'ai eu la saison 8. Alors peut-être c'est quelque chose qu'on a oublié, mais c'est bien dans ce tome 2 de la saison 8, les loups sont aux portes, un truc comme ça. Drew Goddard et George Gentil au dessin qui étaient à la Comic-Con. Qu'on a croisé au Comic-Con. Qui a dit des très bonnes choses au panel sur Buffy d'ailleurs, avec Julie Benz. Qui était très cool. Tout à fait. Et pour en finir avec Dracula et le Buffyverse, il revient également en saison 10. Mais là, je peux moins en parler parce que je n'ai pas lu la saison 10. Mais c'est très drôle. Donc, dans l'épisode New Rules, apparemment, qui a été écrit par Nick Brandon. Alors, ça, c'est drôle. Ah ouais. Donc, Nick Brandon, l'interprète de Xander. Je vous ai expliqué qu'ils avaient un lien assez fort entre Xander et le comte Dracula. Et donc Nick Brandon, l'interprète de Xander, qui s'est mis à écrire des comics plus tard, va utiliser ce lien entre son personnage et Dracula. Il va faire revenir le comte en saison 10. C'est plutôt malin et c'est plutôt bien vu. Voilà, j'ai fait le tour. Pareil, sur le chat ou dans les commentaires, si j'ai oublié des choses entre Dracula et les comics Buffy, je veux bien, mais voilà, et surtout allez lire, allez trouver Spike contre Dracula. Cool, je me ferai une joie de vous envoyer les liens, les scans que j'ai évidemment envoyé à Riley et Clément, mais qu'ils n'ont pas lu. On lit pas de scans, nous on lit des vrais BD en fait, c'est pour ça. Bah oui, il faut envoyer un lien Amazon, hein. Et puis régler si possible. Mais voilà, allez voir ça, Spike contre Dracula, c'était très cool. Est-ce qu'on a un autre, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Tiens, c'était au tour de Clément, je crois. Oui, pour une fois que j'en ai un, dis donc. Ah oui, alors, c'est quoi ? Alors, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, parce que c'est un épisode de la super série The Office. The Office. Tout simplement parce que Joss Whedon a réalisé un épisode, le spécial Halloween de la saison 3,
D'ailleurs, tu nous passes une vidéo où il est en train d'en parler et pourquoi il a accepté. Il dit que la raison principale, c'est parce qu'il est fan de la série The Office à la base. Excellente série. Et qu'est-ce que c'est que la série d'ailleurs? Au demeurant, et en fait, pitch-nous un peu la série. Alors, The Office, pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est quand même c'est une fausse émission de télé qui se passe dans un bureau et qui suit le quotidien de Jim et surtout du patron qui est joué par Steve Carell, qui surpasse tout le monde, quoi. Question humour subtil dans son jeu, quoi. Et c'est que ça en fait, c'est que du faux documentaire où on vit le quotidien de ces employés de bureau qui ont une vie un peu triste, mais leur patron et qui demande de l'amour ne peut pas s'empêcher de jouer aux gamins attardés avec eux, et c'est super attendrissant comme série, j'adore. Bref, et donc cet épisode spécial, oui. Parenthèse, Pouillou Pop nous demande sur le chat si la BD existe en français, et là sinon, Spike vs Dracula n'existe pas en français, mais la saison 8 existe, elle, en français sans problème. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà. Là, donc cet épisode de The Office, t'as pas dit, mais ça parle de vampirisme justement. Mais si, j'allais venir avant qu'ils nous disent avant qu'ils me coupent, tout simplement. Que cet épisode, c'est ce qu'on dit en termes techniques. Ouais. Parce que voilà, alors l'épisode en question c'est un épisode d'Halloween où une chauve-souris, apparaît dans le bureau et tout le monde essaie de la choper, et évidemment Jim, un des personnages principaux de cette série, fait croire à Dwight, son rival, enfin un connard du bureau, quoi, qui s'est fait, le plus gros connard du bureau, qui s'est fait mordre par une chauve-souris que depuis il ressent il ressent des symptômes de vampirisme, parce que Dwight est hyper mystique, hyper geek d'ailleurs, c'est un grand cinéphile Dwight. Et c'est un running gag dans la série. Jim passe son temps à faire des blagues à Dwight. Il lui met son agrafeuse dans de la gelée, il lui transfère son bureau à un autre endroit. Enfin, à chaque épisode, il y a une vanne que fait Jim à Dwight parce que il aime bien le taquiner. Oui, parce qu'ils se font chier dans leur job de merde. Honnêtement, quoi, ils sont tellement chiés qu'ils cherchent des petits trucs à faire, et il met à contribution Pam. Et dans cet épisode aussi, sa nouvelle, parce qu'il y a des love interest incroyables dans cette série, Karen, qui est jouée par la formidable Rashida Jones, et voilà, à chaque fois il met à contribution des membres du bureau pour crédibiliser son histoire. C'est sûr que Karen est déjà là dans le... je l'ai vu cet après-midi. D'accord. Du coup voilà, ils ont choisi Joss Whedon pour réaliser cet épisode parce qu'il y a des vampires, et lui explique que ça va au-delà de ça, quoi, que voilà, il a voulu réaliser cet épisode parce qu'il est fan, quoi. On peut préciser, voilà. Donc le lien avec Buffy, il est là, quoi. Et et ce qui est très cool dans cette réalisation de Joss Whedon, moi je trouve, c'est que il s'est complètement fondu dans le moule. Enfin, c'était sous-entendu, quoi. Il avait fait ce truc comme pour s'exercer en tant que réalisateur de commande un petit peu, et il fait, honnêtement, on voit pas que c'est Joss Whedon qui l'a réalisé cet épisode. Non, pas du tout. Il a réalisé comme les autres épisodes. Il s'est complètement adapté tout à fait, à la mécanique. Là, il y a eu un plan où on a vu où Jim remet son col, puis il s'est filmé intelligemment parce qu'il filmé par derrière comme ça, il a l'air d'un vampire justement, alors que c'est en caméra portée, en mode reportage tout le temps. Et oui, c'est très cool. C'est pour ça que j'en parle. Mais oui, c'est un excellent clin d'œil que ce soit l'épisode sur les vampires un petit peu qui a été confié à Joss Whedon. Un réalisateur thématique. Comme par hasard. C'était. Mais voilà, excellente série, The Office, si vous connaissez pas. Et maintenant, vous avez une bonne excuse pour regarder vu qu'il y a un lien avec Buffy. Donc. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, faut absolument voir. Vous n'avez absolument pas le choix. Il faut voir cette série formidable. Riley, c'est à ton tour, et tu as un système Buffy. Moi j'ai triché, j'ai fait un système Dracula, tu vas aimer ça. On avait le droit, il paraît, et on m'a dit qu'on avait le droit de faire un système Dracula, tu vas aimer ça. Moi je voulais parler rapidement d'un jeu de société, parce qu'on n'en parle pas assez, un jeu de plateau qui s'appelle La Fureur de Dracula. On a même en direct des illustrations, et donc c'est un jeu qui date de 89. Ah. Et oui, mais j'étais tout petit. Et oui, mais on va y jouer, tu l'as amené ou pas? Non, on va pas y jouer en direct, je l'ai pas amené. C'est un scandale. Et d'ailleurs, ça dépend comment il en parle. En fait, j'ai joué qu'une seule fois, donc je peux pas vous. Je me base sur cette première analyse. C'est vrai, mais ça dure. C'est un jeu qui dure au moins 1h30, 2h, ça peut être assez long. Ah ouais, non, moi non. Moi après le podcast, j'ai un truc, donc désolé. En fait, c'est un jeu de course-poursuite, je sais pas si vous avez. Course-poursuite. En fait. Est-ce que vous avez déjà joué à Scotland Yard? Le jeu Scotland Yard, c'est un jeu de société à Londres qui est hyper connu, où on doit rattraper Mr. X dans les rues de Londres. Alors tu portes une casquette quand t'es Mr. X. Exactement. Et là, donc c'est un peu le même principe avec Dracula dans l'Europe. En fait, un joueur va jouer Dracula et les autres vont jouer les chasseurs de Dracula. Donc Van Helsing,
Le docteur, j'ai oublié son nom, le docteur Seward, Mina Harker. Donc les autres joueurs vont incarner ces personnages-là et vont essayer de retrouver Dracula dans différentes villes d'Europe. Tout ça sous un système de déplacement caché. Donc Dracula, on sait pas où il est. Le but c'est de le trouver. Ah, donc c'est exactement comme Scotland Yard en fait. Là où c'est un peu, donc Scotland Yard c'est ça. Là où ça va plus loin, c'est qu'ils ont rajouté des séquences de combat. En fait, Dracula doit affronter les chasseurs. Il y a un système de points de vie, mais c'est plutôt réussi. En fait, voilà, on a la carte de l'Europe, les pions, on déplace les personnages. Est-ce que dans la dernière partie du bouquin, Dracula fuit Londres et toute l'équipe le poursuit à travers toute l'Europe jusqu'en Transylvanie, jusqu'à son château. Là, bizarrement, c'est pas l'adaptation de cette dernière partie du livre, il considère qu'un an après, Dracula est revenu, comme d'habitude. Ah, pardon, d'accord. Oui, c'est ça en fait. Mais parce que Dracula revient tout le temps, on l'a pas dit, mais dans les films qu'on a vus et qu'on évoquera dans le ses cendres à chaque fois. Dracula meurt et revient à chaque fois. C'est aussi pour ça qu'il y a cette fin dans l'épisode de Buffy avec la fumée qui revient, qui repart, et on comprend qu'il n'est pas mort. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, il revient dans les comics. C'est que Dracula ne meurt jamais, quoi qu'il arrive, il ne meurt jamais. Ça, c'est sûr et certain. Bah là, dans le jeu, c'est pareil, il meurt jamais. Et en plus, il peut transformer d'autres gens, pas des personnages en vampires, mais laisser des vampires sur la route pour ralentir les autres personnages. Donc c'est un vrai jeu de stratégie plutôt sympa. Et comme c'est Noël, offrez-vous des jeux de société. Offrez-moi un jeu de société, pensez-y. C'est très cool, donc je vous le conseille si vous êtes fan de Dracula et ce genre de jeu de plateau, c'est assez original quand même. Non, voilà, parenthèse jeu de plateau, c'est terminé. Allez-y, c'est génial les jeux de plateau, on n'y joue pas assez. Très bien, est-ce qu'on a fini les systèmes Buffy? Tu vas aimer ça? Bah oui. Vu qu'on fait pas de dossier. Donc c'est fini ou on fait un système Buffy? C'est pas sûr que tu aimais ça, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Bah oui, j'ai un petit truc à dire. Alors. Bah voilà. Hey, Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! Scott! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors, la rubrique que vous attendez tous, évidemment, la rubrique où on parle de choses qui n'ont absolument rien, mais alors rien du tout à voir avec Buffy, mais généralement c'est des choses de qualité, donc on se permet de vous en parler quand même. Riley, tu avais quelque chose à nous dire? Tout à fait. Pitié, dis-moi que tu ne parles pas de Star Wars, s'il te plaît. C'est pas du tout Star Wars. Merci. En fait, vu qu'on n'a pas fait de podcast depuis 6 mois, on a fait autre chose. On a travaillé sur une autre émission. On fait un peu d'auto-promo. Donc, pareil, rapidement, on a travaillé sur une émission qui s'appelle Apparence, qui passe sur Radio Campus Paris. Mais donc, c'est sur les internets. Et on travaille avec une journaliste qui s'appelle Camille Lebray. Et on fait la technique, en gros, de l'émission. Alors, on dit Lebray ou Lebret? Lebray. Lebray, d'accord. Lebray, ouais. Donc, c'est une journaliste j'appelle Lebret depuis toujours. Pardon. Qui va à la rencontre de gens et qui en gros c'est des témoignages quoi. Un peu étonnant. Voilà, donc on vous invite à aller écouter cette émission Apparence sur Radio Campus, on mettra les liens dans l'article, mais n'hésitez pas, c'est très sympa. Tout à fait. Et puis c'est nous un peu qui faisons ça, donc bah oui, c'est cool quoi. Ouais. Bah attendez, est-ce qu'il faut que je trouve le générique de fin? Parce que j'ai l'impression qu'on est sur une fin de podcast. On est sur une fin de podcast. On est sur une fin de podcast et on n'a pas encore ouvert les Dijon. Ah oui. Putain, on a oublié d'ouvrir le Dijon. Non, bah on n'allait pas se servir, on attend que tu le fasses quand même. On se donne rendez-vous quand? C'est quand la prochaine fois là? Alors, début janvier. Début janvier, on fait un spécial Dracula. On fera mais alors on le fera pas en live. Donc, comme je disais, un hors-série sur le Dracula au cinéma. Et ensuite, on se fera saison 6. Un podcast sur un épisode de la saison 6, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Si on a oublié des choses, à nous le dire. Ça nous fera de la matière pour le On refait le match. On vous fait des énormes bisous. Merci infiniment de nous écouter, de nous suivre sur les internets, de nous mettre des pouces, de nous mettre des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas 5 étoiles. On adore lire vos commentaires, savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, savoir qu'on vous fait rire parfois, c'est aussi bien, on est content d'apprendre ça. Et c'est cool, et on va continuer très vite, très bientôt. Ok ? Très vite. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne fête à vous. On se voit en 2018, le bisou. Salut. Ciao.